De par mon ego, j'apprécierais que vous ne fassiez pas cette remarque désagréable. Et je tiens à dire que si vous continuez, je bois du café. Très bien, eh bien, merci pour ce message fort en passé. Clivant, je sais. Oui, c'est pas facile de ne pas prendre parti, mais bon. Salut YouTube, c'est Super Boki. Aujourd'hui, nouvelle interview qui ne sera pas une petite interview. Vu la personne que j'accueille aujourd'hui, une personne qui a roulé sa bosse et qui roule toujours sa bosse dans le monde du podcast, TMDJC. Bonjour TMDJC. Ah pardon, j'ai dit bonjour trop tôt peut-être. Ouais. Attends, je suis nul. Je vais le refaire, attends, je vais dire bonjour TMDJC. Bonjour Super Boki, comment vas-tu? Bah écoute, très bien, très heureux de pouvoir t'accueillir. Bien écoute, TMDJC, je vais commencer par une question un peu originale pour commencer cette interview. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Eh bien, je suis très content de ta réponse car ça me montre que tu es prêt à être concis pour cette interview. Avant qu'on commence et qu'on explique qui tu es et ce que tu fais, j'avais une question que on t'a posée peut-être un millier de fois sur ton pseudo TMDJC. Donc, j'ai ma propre théorie sur ce pseudo. Tu l'as depuis maintenant un bout de temps, ce pseudonyme. Et je voulais savoir si à l'époque, c'est juste que tu avais plus de forfait en fait voyelle pour faire un pseudonyme ou... Alors, l'histoire de TMDJC. Le pseudo, en fait, je le traîne depuis... je devais avoir 16 ans, je pense, à l'époque. 16-17 ans. Alors, à 16 ans, en fait, j'ai rencontré un gars avec qui je me suis mis à faire de la musique. Ce gars, je vais pas lui donner son nom exact, parce que je sais pas si lui a envie de le dire, mais en tout cas, musicalement parlant, c'était Ludo MC. Ludo, si tu m'entends, je t'aime. Et à deux, nous avons monté un groupe qui s'appelait International Rap, où, comme son nom l'indique, en fait, j'étais dans le domaine du hip-hop. Et mon pseudo, en fait, qui était un pseudo à rallonge, j'en ai fait une contraction, et donc TMDJC est la synthèse des premières lettres de ce pseudo de l'époque. Alors, non pas que j'ai pas envie de donner ce pseudo de l'époque, mais il y a toujours un jeu sur Twitter qui s'appelle TMDJC le jeu, donc hashtag TMDJC le jeu. Et l'idée, en fait, c'est que un jour, il y a peut-être quelqu'un qui va balancer le nom, il y a un truc à gagner. Voilà, j'ai pas dit quoi, j'ai pas dit comment, mais c'est un truc que je trouve un peu rigolo. Alors, ça devient tout doucement un jeu de dupes, parce qu'en fait, pour de vrai, il y a plein de gens qui commencent à connaître l'anecdote et à connaître le pseudo. Et je pense que d'ici 2021, le nom au total sera mis dans un de mes podcasts, à savoir Rhythm Fighter, parce que scénaristiquement, un des personnages en fait qui va être là justement devant la mèche. Donc voilà, on arrive à parce que c'est toute une époque. Je me dis, au bout de 20 ans, ça serait quand même bien qu'on le dise quand même de manière officielle. Le reveal très bientôt. D'accord. Et du coup, à part être un musicien de talent... de talent, j'ai pas dit ça. Attention. Si un jour... Mais tout est pareil. Un jour, peut-être, je ressortirai les trucs du placard. Peut-être. Il ressortira les cassettes. Mais alors, le pire, c'est que ce sont vraiment des cassettes. C'est le pire. Du coup, à part être un musicien moyen... que fais-tu sur la sphère audiovisuelle actuellement? Alors, plein de trucs, parce qu'en fait, je suis dans le domaine podcastique avant tout, c'est-à-dire plutôt du côté audio, où de manière totalement personnelle, j'anime plusieurs podcasts. Ceux qui sont toujours d'actualité, ce sont des podcasts comme Rhythm Fighter, qui est un podcast qui parle de musique, de jeux vidéo, mais spécifiquement les thématiques de personnages de jeux de combat. Il y a eu une longue pause, parce que la dernière émission en fait date de 2016, décembre 2016 si je dis pas de bêtises, et là le prochain épisode sort ce mois-ci, et il y a un gros boulot en fait pour une énorme émission qui va sortir d'ici 2021, où il y a plein d'intervenants.
Donc là, l'émission qui sort, je l'anime avec JB de Pocket Fighter, et donc ce hors-série de Rhythm Fighter racontera les thématiques des Samurai Shodown sortis sur Game Boy et sur Game Gear, ou Game Gear suivant ta génération. Le prochain gros Rhythm Fighter, on s'attaque à Art of Fighting, et voilà, c'est deux jeux SNK que j'aime beaucoup, et dont je suis très très content de parler. Sinon, j'anime une émission qui s'appelle Podcaster, qui, comme son nom l'indique, est un peu une émission qui parle des podcasteurs pour les podcasteurs. Alors quand je dis podcasteurs, c'est de manière générique, parce qu'évidemment tu as des femmes dans le lot. Et là, la prochaine émission, qui est une émission un petit peu particulière, où on parle de nos droits et de nos devoirs en tant que podcasteur, va sortir également dans le mois en cours, là, ou début du mois prochain. On est fin novembre, donc oui, je pense que ça sortira début décembre. Je devais avoir une interview des gens de la SACEM, mais pour l'instant, ils ont toujours pas accédé à ma requête. Je pense que mes questions posent problème pour l'instant, mais on aura l'occasion de parler de cette partie-là dans l'émission. Et sinon, de manière plus visuelle, je fais un truc un petit peu semi-drôle. Alors quand je dis semi-drôle, c'est-à-dire que moi, ça me fait rire. Après, je sais pas si c'est vraiment drôle. Qui s'appelle TMDJC Confinement, qui sont en fait des pastilles vidéo faites de moi et des gens qui sont dans ma tête, où voilà, on parle du confinement vu par quelqu'un d'un petit peu malade dans sa tronche. Et sinon, mes multiples familles d'accueil, à savoir Bagro Point, This Podcast, Level Max, parfois B-Side Game, en fait, sont des gens chez qui j'interviens très très régulièrement. Voilà, c'est des podcasteurs et des podcasteuses avec qui j'aime beaucoup travailler, et chez qui j'ai laissé un siège, et voilà. Alors après, il y en a plein d'autres. Oui. J'ai participé énormément à des podcasts comme La Case Rétro, Décennies, etc. Mais voilà, il y a des gens chez qui je suis presque de manière quotidienne. D'accord. Et alors, du coup, deux choses. La première, excuse-moi, j'ai été totalement discourtois. J'ai dit comment vas-tu, c'est comment allez-vous avec les personnes dans ta tête. Oui, mais on peut se tutoyer parce que les autres pour l'instant m'ont laissé tranquille. Et... Ah. Non, vous sortez, s'il vous plaît. Et la seconde chose, je l'ai oublié. Si, la seconde chose, oui, je lance les choses. C'est pour que tu les attrapes. La seconde chose. Globalement, on peut dire que tu es sur une grosse majorité des podcasts francophones de pop culture au sens large, parce que si je prends mon podcast Addict, est-ce que j'écoute, enfin c'est peut-être moi qui suis un peu trop comme ça, mais Décennies, La Case, Level Max, ça parle jeux vidéo, ça parle pop culture, VHS et Canapé je crois aussi. Oui, je pourrais citer Super Gamerside, etc. Non, mais pour de vrai, non, j'ai eu la chance en fait de participer à plein de podcasts, mais pour nuancer ce que tu es en train de dire, et pas du tout dire que tu es en train de dire de la merde, pas du tout, mais c'est-à-dire qu'en fait, le podcast, c'est quelque chose de très 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 grand et de très très large. Et si j'ai eu la chance en fait de participer à un pan du podcast qui est connu par notre communauté, en fait c'est une goutte d'eau en fait dans ce qui est produit, et je nuance parce que et pas du tout que j'ai l'impression d'avoir participé à rien, mais c'est-à-dire que c'est un monde qui est tellement grand, il y a tellement de gens de qualité, il y a tellement de trucs que les gens qui vont faire des trucs sur la science, sur le montage. Alors vraiment, je vous invite, si vous avez l'occasion, à aller jeter un œil sur des sites comme PodCloud, où évidemment, là tu l'as cité, des applications sur Android comme Podcast Addict, qui est pour moi la meilleure application Android du podcast. Ça c'est très personnel, mais il y a tellement de choses, il y a tellement de monde. Ça serait entre les gens qui font de la review, des gens qui vont présenter les objets connectés du moment, les gens qui parlent cinéma, il y a trop de trucs. Donc effectivement, oui, j'ai eu la chance d'être invité par plein de monde, mais c'est vraiment, je nuance par rapport au nombre de podcasts qui existent. D'accord. Donc si on veut essayer de trouver un petit terrain d'entente entre nous, on va dire que moi je vois peut-être ça d'une manière trop fermée, dans le sens où j'ai pas forcément une vision de la globalité des choses qui peuvent exister, et peut-être que toi tu es peut-être un peu trop
trop modeste avec ce que tu peux aussi proposer, parce que je pense que même si c'est une goutte, c'est comme des podcasts sur lesquels tu interviens. Moi, là, c'est mon avis à moi, qui sont quand même de qualité. Ça enlève rien à la qualité des podcasts sur lesquels tu interviens. Non, mais alors, tout ce que tu viens de dire, je le prends avec grand plaisir. Non, je pense pas que ce soit ni de la modestie, ni quelque chose qui s'en approche, dans le sens où de manière juste factuelle, il y a vraiment un nombre de podcasts absolument incroyable en France, et vraiment dans le lot, il y a quand même pas mal de trucs vraiment bien, quoi. Enfin, moi, j'écoute beaucoup de podcasts, ou en tout cas, j'en écoutais beaucoup, parce que là, en ce moment, la vie que je mène fait que j'ai moins de temps. Mais c'est juste incroyable. Par contre, effectivement, j'ai la chance d'être intervenu dans des podcasts que je juge, oui, de qualité. Le travail qui est fait par l'équipe de 10 podcasts de Pissade Game, etc. Il y a vraiment un gros boulot. Moi, j'adore bosser avec les mecs de Level Max. C'est vraiment, il y a le côté plus copinage. Il y a un côté, on se lâche plus qui est vraiment très agréable quand tu as envie de pouvoir faire quelque chose qui est comment dire, en fait, quand je vais arriver chez Level Max, j'ai moins de pression que quand je vais bosser un podcast pour Bagro Point, par exemple, parce qu'on est le public va pas être le même, et la manière de se lâcher va pas être le même. Et c'est vrai que c'est bien, en fait, cette multiplicité de choses et de podcasts à préparer, parce qu'on c'est plein de couleurs et c'est plein de goûts différents. Mais ça ne retire pas ni la qualité à l'un ni la qualité à l'autre. C'est juste pas du tout le même type d'ambiance, et très souvent, en plus, c'est pas forcément le même type d'auditeur. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu dis, moi, j'écoute ces podcasts, et moi, ça me fait très plaisir que tu les écoutes. Mais c'est un point d'entrée, entre guillemets. Et tu dis, peut-être que je suis un peu fermé. Je pense pas que ce soit fermé. Je pense que c'est une lorgnière. Tu vois, je vais te citer un exemple politique qui a strictement rien à voir. Mais moi, je te laisse citer. Des gens qui n'imaginaient pas une seule seconde que Trump puisse passer aux États-Unis quand il est passé la première fois. Pour moi, c'était inimaginable. Et comme plein de gens, d'ailleurs, j'avais dit, mais non, c'est Clinton qui va passer. Faites pas confiance. Et d'ailleurs, je vais vous dire un autre truc. La Switch, ça ne marchera pas. Quel visionnaire. En fait, c'est juste que on voit ça par rapport à notre bulle, mais que on est perdu dans un truc qui est énorme. Et c'est important d'ailleurs d'être capable de sortir de cette bulle et de pouvoir découvrir d'autres choses, parce que déjà ça permet de relativiser ce qu'on croit savoir, et ça c'est tout con, mais ça nous permet aussi de continuer à être dans un mode j'apprends. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup apprendre. C'est génial. Et puis c'est pas une question de modestie, mais ça permet aussi peut-être de pas non plus commencer à avoir l'encéphale qui prend trop de place, parce qu'on il y a des gens de qualité, il y en a partout, quoi. Voilà, c'est juste ça. D'accord. Je vais juste revenir sur une chose par rapport aux plateformes de podcast. Podcast Addict, pour toi, à ton goût, c'est la meilleure sur Android, et je te rejoins. Tu penses quoi des podcasts sur Spotify ? C'est un sujet très clivant et très compliqué. Alors j'ai envie de te dire, moi j'ai un point de vue qui va être assez nuancé, parce que je suis pas l'extrémiste qui va dire il faut absolument pas passer par Spotify. Moi, j'ai fait le choix aujourd'hui de retirer mes podcasts de Spotify directement, parce que l'entreprise dans laquelle est Spotify à l'heure actuelle ressemble un petit peu à essayer de faire Apple. Je vais y arriver. Je sais pas, cette phrase est très française, mais enfin bon, on s'est compris. J'espère, en tout cas. Et d'autres, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé avec YouTube. Il y a un moment donné où tu n'avais plus qu'un format, et tu pouvais plus. Aujourd'hui, c'est difficile de faire une vidéo sans passer par YouTube si tu veux être connu. En fait, t'as un point d'entrée, et tu peux tester Dailymotion, mais bon courage. C'est compliqué Dailymotion maintenant. Voilà, mais on les embrasse, d'ailleurs. Oui, de là-haut, s'ils nous entendent. Voilà. Mais voilà, c'est un petit peu le problème que je vais voir avec Spotify. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder des choses qu'ont fait des mecs comme Inks, Fox ou Thomasaurus,
où on parle vraiment de podcast libre. Je pense que c'est important de garder cette liberté de podcast. Je pense que le flux RSS est un flux qui doit rester libre et qu'il faut que personne se l'accapare. Sinon, en fait, on va être dans une situation qui sera exactement la même que sur YouTube, et je trouve ça dangereux. Voilà. Après, il y a plein de podcasteurs qui sont très contents de pouvoir se mettre sur Spotify parce que c'est une manière de se faire connaître. Et j'ai rien à dire à ces gens-là, en fait, dans le sens où c'est pas, tu vois, je suis pas le mec qui vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'ai mon point de vue, je le partage. Après, les gens font comme ils veulent. Non, mais je te rejoins là-dessus, et j'ai un peu la même opinion à ce propos, dans le sens où je pense qu'être sur Spotify, ça peut être bien, d'une, pour se faire connaître, et de deux, pour certains utilisateurs qui ne sont pas forcément adeptes d'être du multiplateforme, ils ont Spotify et pour eux ça les arrange d'avoir et leur musique et leur podcast sur la même plateforme. Après, ce que fait Spotify, c'est-à-dire en gros ils font payer un abonnement aux gens, donc ils prennent de l'argent sur le contenu que vous proposez, et il n'y a pas forcément de rétribution pour les créateurs de contenu. Il n'y en a pas du tout. C'est ça qui est grave. Ça je le condamne, mais qui suis-je pour condamner ça? Mais en gros, mais t'as raison de le dire. Enfin, t'as le droit de donner ton avis. Hein. C'est pas parce que tu vois, au même titre on parlait de modestie, etc. Mais je pense que la voix de tout le monde est importante. Donc quand t'as un truc à dire, il y a aucune raison que tu le dises pas. Hein. Voilà, il y aurait une rétribution pour les créateurs de contenu ou une section, genre tu payes pas Spotify et t'as accès au podcast. Là, ça pour. Mais bon, du coup, il y aurait plus d'intérêt pour Spotify de proposer du podcast, mais. Voilà, je pense qu'il y aurait des solutions à trouver, mais je pense que Spotify ça fait partie d'un groupe et leur but c'est de gagner de l'argent, et voilà, c'est pas ce qu'on va leur dire nous modestement qui va les faire changer. Si pour eux ça marche, ils proposent leur solution, et puis ceux qui veulent pas ils vont pas dessus, et pour l'instant j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Ouais, mais je partage à nouveau ce que j'ai dit tout à l'heure. Si jamais vous avez envie de découvrir le monde du podcast, et quel que soit votre support, allez faire un petit tour sur PodCloud. Vraiment, allez-y. Juste de ma part, comme ça, c'est voilà. Et puis en plus, l'équipe qui gère PodCloud est une équipe exceptionnelle, et je pèse mes mots. Il y a vraiment une chouette équipe derrière. D'accord. PodCloud, c'est quelque chose de français à la base, ou Ouais, c'est totalement français. C'est franco-français et cocorico. Bah voilà, très bien. Eh bien écoute, cela offre une parfaite transition, pas du tout, vers TMDJC, Sébastien. TMDJC est le jeu vidéo. On va, pour continuer cette interview, parler du petit TMDJC, celui qui, balbutiant encore, découvre le jeu vidéo. Ça se passe comment ? Alors, ça se passe. Alors, je vais vous dire un truc qui est entre guillemets un peu flou, parce que là, tout doucement, je commence à avoir quelques années, et me souvenir exactement de la première fois où j'ai joué aux jeux vidéo. Aujourd'hui, ça devient compliqué, parce que la mémoire étant ce qu'elle est, des fois, je me dis mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai dit, ou donc voilà, j'essaye d'être le plus transparent possible, mais par contre, je peux vous donner les premières fois, oui, où c'est arrivé, mes premiers émois, parce que ça va être assez simple, et que c'est des choses qui m'ont marqué. Ça va être des jeux comme Macho, que j'ai découvert, je sais plus si c'était sur Amstrad ou Atari, je sais plus quelle version c'était. Ça va être des jeux comme Mario, découvert sur NES. Ça va être des jeux comme Megaman, découvert sur NES également. Ça va être des jeux comme Mickey World of Illusion qui ont été découverts sur Castle of Illusion d'ailleurs, qui ont été découverts sur Mega Drive. Mais ma première console à moi vraiment sur laquelle j'ai réellement joué et sur laquelle j'ai passé des heures, c'était la Game Boy, et mon premier jeu ça a été Tetris, ça a été tout de suite Mario Land, ça a été des jeux comme ça. Alors la Game Boy est certainement une des consoles sur lesquelles j'ai eu le plus de jeux avant. Alors après t'as eu la PS2, t'as eu il y en a eu d'autres, des consoles sur lesquelles j'ai malheureusement mis beaucoup d'argent. Mais voilà, en fait, c'est vraiment une console qui m'a marqué. Mais si jamais je dois vraiment remonter dans le temps et l'avant-console, il y a quand même eu les Game & Watch, il y a
Il y a eu des machines comme l'Odyssée ou etc. Mais c'est des machines sur lesquelles j'avais pas forcément ma machine à moi, donc j'y ai joué, mais c'est des trucs c'est plus flou en fait dans ma tête. Et évidemment parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai passé énormément de temps, il y a eu l'arcade. D'accord. Et du coup, la première console que tu as eu chez toi, c'était la Game Boy. C'était du coup la Game Boy. Ou le Game Boy s'il faut parler français, mais c'était ma Game Boy. Ouais. Donc cette console, c'est vrai que c'était vraiment une alternative intéressante aussi pour les parents dans le sens où, d'un point de vue financier, c'était pas forcément la plus chère des consoles. Par rapport à d'autres consoles, voilà, une console de salon, ça n'utilisait pas la télé, donc ils étaient tranquilles par rapport à ça, parce que fut une époque où il n'y avait pas une télé dans toutes les pièces de la maison. Certes, oui, souvenez-vous. Et voilà, donc à part le fait de devoir mettre 4 piles pour pouvoir jouer, les parents étaient contents. Et encore, ils consommaient pas trop. Puis j'ai un frère qui avait sa Game Boy aussi, et on avait pas mal investi dedans, donc on avait aussi du chargeur. Donc quand on était à la maison, on pouvait jouer branché, c'était pas grave. Oui, je vais complètement dans ton sens, mais c'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir ma première console, parce que mes parents ont jamais été très chiants, mais j'étais un garçon qui passait sa vie devant la télévision. Et ils étaient pas super chauds de m'acheter une console parce qu'ils se disaient ça va être à nouveau Sébastien devant la télévision. Donc quand la Game Boy est sortie, ils se sont dit bon, au moins il pourra bouger avec, il sera pas le cul vissé sur le canapé. Donc ok, c'est le truc qui m'a permis de. Mais sinon, je pense que j'aurais eu une NES avant. Enfin, j'aurais négocié pour le. Et ça, c'était pas passé parce que c'était la goutte d'eau qui faisait. Ouais. Et du coup, en fait, t'avais pas le cul vissé sur le canapé, tu avais le cul là où tu peux avoir assez de luminosité pour pouvoir voir avec ton écran, car sur la Game Boy, ce n'est pas rétroéclairé. C'est ça. Ouais, j'ai même ma place privilégiée, le dos posé sur la porte vitrée de la terrasse pour capter la lumière. Mais nos yeux ont acquis des pouvoirs spéciaux à l'époque, hein, parce qu'on arrivait à voir les gens, on les connaissait par cœur, et on arrivait à voir des trucs, alors que pour de vrai, la pièce était dégueulasse au niveau de la luminosité. Quoi, et c'est pour ça que j'étais très rapidement ridé à ce niveau-là, c'était à force de plisser les yeux pour pouvoir voir. À 8-9 ans, j'avais des rides, quoi, c'est incroyable. Je valide. C'est pas l'âge, c'est la console. C'est ça. Et tu parlais d'investir sur la Game Boy avec ton frère, avais-tu le câble Link du coup? Ah, j'avais mieux que ça. Alors évidemment, j'avais le câble Link, mais qui était livré avec la console, donc entre guillemets, ça compte pas. Mais j'avais surtout comment il s'appelait ce cube? Le Game Boy Printer. Oui, qui nous a permis de faire des courses endiablées avec d'autres potes à F1 Race où on jouait jusqu'à 4. Ah oui, non, parce que je t'ai dit, pas le Game Boy Printer, c'était une sorte de hub. J'avais pas compris ça. Donc c'était le Game Boy. J'ai honte, je me souviens plus du. Mais un autre nom, les gens ne connaîtront pas, donc tu peux dire un nom. Hein. Parce que je sais que c'est par heure quelque chose, et quand je t'ai entendu, en fait, je me suis dit c'est bon, il a dit le bon nom. Non, on va dire le Game Boy Docker qui permet. C'est pas du tout ça, mais c'est bon, on valide. Voilà. Et d'accord. Si tu nous regardes et qu'il n'est pas d'accord avec nous, tu le mets dans les commentaires. Tu peux insulter. Ça aide au référencement de mettre plein d'insultes vu que ça fait des commentaires. Et ça c'est vrai. Ça c'est. Nous, ça va nous faire gagner de la vie. Attends, j'attends un petit peu, ça a un petit peu saccadé. D'accord, et est-ce que tu as eu du coup le Game Boy Printer? Tu vois ce que c'est? Pas du tout. Non, c'était un rectangle avec un rouleau, tu sais, comme pour les tickets de caisse. Et tu pouvais... Tout à fait, où tu pouvais imprimer tes photos dégueulasses que tu avais... avec les Game Boy Camera. Voilà. Non, ça c'est... Non, la Game Boy, je m'en servais vraiment pour jouer. Pour moi, c'était vraiment un objet de jeu et pas d'autre chose. Ouais, je me rappelle, parce que je te dis ça, parce que, anecdote perso, j'ai eu Game Boy Camera et Printer, ma mère m'avait acheté ça pour Noël. Oui, on la remercie. Et tu vois, c'est là que tu vois que les parents sont gentils, parce que tu prenais une photo d'eux, qui était dégueulasse, c'était des petits bouts de carré, tu imprimais, et ils faisaient... Ah mais vraiment c'est comme un appareil photo, il t'accrochait ça au frigo alors que... Catastrophe. J'adore les parents. Catherine, je t'embrasse. Tous les parents. Elle s'appelle Catherine, tu me diras, elle a l'âge de s'appeler Catherine. Oui. C'est vrai que les mamans s'appellent Catherine souvent. Oui, Catherine, ou à l'époque, ou Marie... Martine, Dominique. Martine, voilà. Ah là là. Les prénoms de l'époque, souvenez-vous. Eh oui. Du coup, Game Boy, très bien. Est-ce que toi, tu as été touché
par la Pokémania ou un peu trop vieux pour être touché? Un peu trop vieux pour être touché. Moi, je fais partie vraiment des gens qui sont totalement passés entre les mailles du filet. Quand Pokémon est arrivé, moi, j'étais vraiment déjà passé à l'ère du jeu de combat, donc j'étais vraiment très Capcom, SNK, Arc 6, enfin, c'est ce type d'éditeur-là. Pokémon et même tout un pan de l'univers Nintendo, Zelda mis à part, me parlait beaucoup moins. J'ai eu, alors je vais me faire cracher dessus, mais j'ai eu beaucoup de mal avec les Mario 3D par exemple. C'est vraiment des jeux sur lesquels je conçois tout à fait les qualités, mais ça ne me parle pas. C'est pas ton Mario quoi. Non. Alors que je continue à acheter des Mario 2D aujourd'hui, hein, mais c'est là et j'ai testé. Hein, j'ai voulu, j'ai testé les Mario Galaxy. J'ai commencé l'Odyssey qui, d'après tout le monde, est exceptionnel. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi. Je me fais chier en fait, et j'ai pas de plaisir avec le gameplay, ce qui est fort dommage. Et donc non, Pokémon du coup pas du tout, et le dessin animé non plus parce que forcément j'étais trop vieux. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand je vois tous les gens qui ont entre 5 et 10 ans de moins que moi qui ne jurent que par Pokémon, c'est à chaque fois des émissions sur lesquelles j'ai pas grand chose à dire parce que je connais très mal l'univers et que c'est un univers qui ne m'intéresse pas du tout. J'ai joué à des jeux qui s'en rapprochaient. J'ai joué sur Game Boy Advance à un Bomberman, c'était Bomberman Adventure, je crois, ou un truc comme ça, où à un moment donné tu as c'est pas des Pokémon parce que tu les enfermes pas dans une boule, mais c'est des personnages qui vont t'accompagner et qui vont combattre pour principe est quand même pas très éloigné. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment plu. Je trouvais ça sympa de pouvoir dire, ok, avec ce personnage-là qui a l'air d'être allergique à l'eau, bah, je vais utiliser tel type d'animal ou etc. Mais c'est voilà, Pokémon, non, je suis totalement passé à côté. Ouais, non, mais j'entends, après toi, c'est une question de génération. Et je te rejoins aussi par rapport au Mario, dans le sens où moi aussi, je suis team Mario 2D. Et les Mario 3D, c'est pas que je ne les apprécie pas. Enfin, si, c'est exactement le fait que je ne les apprécie pas. Car en fait, je les trouve très bien réalisés, je les trouve beaux, tout ce que tu veux. Mais pour moi, c'est pas le... tu vois, ça pourrait être autre chose que Mario, tu vois, c'est pas du tout le même type de gameplay. Donc en gros, c'est une déclinaison de la franchise Mario. Mais pour moi, ça serait autre chose que Mario, bah... Tu vois, ça aurait pu être, je sais pas, une autre franchise, tu vois. Donc c'est très bien réalisé, mais c'est juste que ça m'a pas... C'est pas... mais ça me dérange pas non plus que ce soit au même titre que ce soit Mario. Tu vois, par exemple, je suis un gros fan des Mario Kart. Je les ai tous faits. Oui. J'adore. Et on pourrait se dire, bon, quel est le rapport avec Mario? Bah, pas grand chose, en fait, pour de vrai. Ça pourrait être une autre licence. C'est pas très grave. Mais Mario Kart, j'adore. D'accord. On va avancer un petit peu sur ta découverte de jeux vidéo. Du coup, après la Game Boy, comment as-tu évolué ? Alors, après la Game Boy, en fait, très vite, je me suis mis à acheter... alors, pour faire simple, le premier truc, c'est j'ai acheté toutes les consoles sur lesquelles il y avait du Street Fighter. Parce que j'étais un mordu de Street Fighter. Donc, tous les supports, à un moment donné ou un autre, où il y avait un Street qui sortait, je l'achetais. Ce qui, des fois, m'a fait acheter une console pour un jeu. Hein, parce que on pourrait parler de la NEC, qui a accueilli Street Fighter 2 Dash, sur lesquels après j'ai fait des découvertes de jeux absolument exceptionnels, mais j'en aurais pas fait l'acquisition si Street n'était pas sorti dessus à la base. Donc ça a été vraiment un point d'entrée. La Mega Drive que j'ai découvert de la même façon, parce que j'avais joué à des jeux Mega Drive avant, mais j'avais des copains qui en avaient, donc aucun intérêt de l'acheter. Et puis après, quand le Street est sorti, et moi ça me permettait de faire des comparaisons entre les versions, et j'adorais ça, décortiquer les versions en disant ah tiens c'est marrant, Johnny elle a pas son coup de pied dans telle version de... Donc voilà. Et du coup pour la version Street sur Mega Drive, tu la trouves comment, honteuse ou Non. Très très bonne version. En fait, le problème de très souvent la manière dont ces versions sont jugées, c'est qu'elles sont jugées par rapport à. Et c'est toujours difficile en fait quand tu te dis bah ouais mais par rapport à la version arcade. Alors évidemment la version Mega Drive par rapport à la version arcade c'est la version du pauvre. Et il y a plein de trucs on pourrait trouver bizarre. Le choix des digits qui crashent par exemple alors que la Mega Drive est capable de beaucoup mieux.
ou ce genre de choses. Mais quand on joue vraiment au jeu, c'est un bon jeu et on peut faire des trucs vraiment très très sympas avec. Ouais, faut vraiment prendre comme un jeu Street Fighter et pas un jeu Street Fighter par rapport aux autres jeux Street Fighter sur d'autres plateformes, quoi. C'est ça. La conversion, si tu la remets à l'époque, c'est plutôt une bonne conversion. Maintenant, effectivement, elle souffre de comparaison par rapport à l'Hyper Fighting sur Super NES ou même d'ailleurs par rapport à la version NEC. La version NEC, elle est incroyable par rapport quand tu dis que c'est une 8 bits. Tu dis, mais le boulot qu'ils ont fait sur cette version, elle est ouf, quoi. Bah, tu sais, des fois, il vaut mieux un 8 bits optimisé que la génération suivante qui a été un peu fait à la piste ou qui a des contraintes techniques autres qui permettent de pas faire des choses correctes. Non, mais la version Mega Drive, elle était intéressante. En plus, elle avait des options très sympas où tu pouvais jouer sans les coups spéciaux. Tu pouvais désactiver les coups spéciaux. Donc, ça te faisait vraiment un autre jeu. Enfin, chaque version apportait un truc intéressant, je trouve. D'accord. Ok, donc attends. Je reprends le fil, du coup, tu parles des... C'est complètement débile pour acheter tous les... Ne faites pas comme moi. C'est-à-dire que là, ça montre que vous avez un problème dans votre tête. Oui. Ce n'est pas à reproduire chez vous. Non. C'est dangereux. Ça coûte cher. D'accord. Et là, cette époque-là, au moment où tu as commencé à avoir toutes les consoles sur lesquelles tu avais les Street, par exemple, c'est toi qui te prenais tes propres consoles ou t'étais encore dans ta famille et c'était des cadeaux? Alors, il y a eu des mélanges, mais la plupart du temps, en fait, j'achetais mes propres consoles, ce qui m'a mis dans une situation un peu particulière. Je suis quelqu'un qui ne court pas après l'argent. En fait, l'argent n'est pas quelque chose qui me fait fantasmer de ouf. Mais par contre, c'est un moyen quand tu commences à vouloir faire des trucs. Donc, j'étais dans une situation où, à l'époque, mes parents nous donnaient de l'argent de poche parce que j'ai un petit frère. Et mon frère n'oubliait jamais de demander son argent de poche, alors que moi, en fait, si tu veux, tant que j'en avais pas besoin, l'argent, je m'en foutais. Donc, il y a plein de semaines où j'allais pas voir mes parents. Et donc, mais il y a un moment donné, quand j'ai commencé à effectivement faire l'acquisition de jeux vidéo et de consoles, là, je me suis dit, mince, là, ça commence à me coûter cher. J'ai pas d'argent, comment je fais? J'ai fait comme beaucoup de petits garçons de l'époque, c'est-à-dire que j'ai commencé à démarcher mes voisins pour savoir si je pouvais tomber d'or pelouse ou des trucs comme ça. Et le temps que je passais pas à jouer, je l'ai fait en fait en faisant des petits boulots. Et puis plus tard, avec mes premiers salaires ou entre le jeu vidéo et la pop culture, je dépensais tout mon argent. Alors, quand je dis la pop culture, c'était le cinéma dans lequel je passais beaucoup de temps, mais c'était beaucoup le manga et l'animation. J'ai dépensé des milliers de francs chez Tonkam. Qui était à Bastille à l'époque. C'est quand ils me voyaient débarquer, ils se frottaient les mains. À Nicolas et à Régine qui tenaient la boîte à l'époque. Bonjour, si un jour vous voyez cette interview, qui m'appelait à l'époque Monsieur le Président. Parce que quand je débarquais, je dis alors je veux ça. Puis à la fin tu repars, t'avais 5000 francs de fais ta conversion aujourd'hui de factures de manga donc oui, ça tout mon argent partait là-dedans en fait. Petite anecdote sur comme tu disais, l'argent de poche ou l'argent que tu allais gagner en faisant des tontes ou des choses comme ça. J'eus été jeune jadis, et ce que je faisais, vu que j'avais aucun talent particulier pour les tâches manuelles, je faisais des dessins de Dragon Ball Z et j'allais les vendre aux petites mamies de ma rue. Je leur donnais un dessin et je leur disais vous donnez ce que vous voulez, et la petite mamie me donnait de l'argent et je me faisais de l'argent comme ça. C'est trop mignon ça. Bon, j'aime bien. Ça marche 2-3 fois, mais si tu y vas toutes les semaines, au bout d'un moment, ça passe plus. Donc voilà comment je me suis payé mes premiers jeux. C'est beau, j'aime cette anecdote. Du coup, là on arrive sur la NEC, sur la Mega Drive, la Super NES. Après, t'as continué sur quoi? T'as embrayé sur quoi? Un peu tout. En fait, après, je les ai quasiment toutes eues parce que j'ai eu la PlayStation, la Saturn, j'ai eu la PlayStation 2, la Dream. J'ai eu ensuite après parce qu'il y a eu toute une époque où je suis devenu papa, et là ça a été plus compliqué parce que quand tu vis en couple, quand tu achètes une maison, quand tu as des enfants, même si à l'époque je gagnais pas trop mal ma vie, l'argent il faut bien qu'il serve aux priorités. Ouais, c'est-à-dire les priorités changent. Voilà, il a fallu que je fasse des choix.
Et à ce moment-là, je suis quand même resté très Sony. Alors, j'ai continué à avoir les consoles portables de chez Nintendo parce qu'il y a toujours eu des jeux chez Nintendo qui me plaisaient. Donc, j'ai eu la DS, la 3DS, enfin ce genre de console. Mais après, j'ai eu la PS3, la PS4. C'était plutôt chez Sony que je mettais mon argent, au même titre que j'ai eu la PSP, la Vita. Enfin, voilà, j'ai loupé deux X-boîtes. Ouais. Et pourtant, j'ai acheté des Street, hein, ils sont à la maison, donc j'ai les jeux, j'ai pas les consoles, ce qui va pas empêcher d'y jouer, hein, mais voilà. Après, je récupère en général les consoles quand je les trouve neuves à des prix complètement pétés. Ouais. Par exemple, c'est comme ça que je me suis payé la GameCube. La GameCube, je l'ai payée neuve, je l'ai payée, je crois, 50 € sur Cdiscount à l'époque. Ma deuxième Dreamcast, parce que la première je l'ai achetée au moment de sa sortie, mais la deuxième Dreamcast je l'ai achetée au moment de sa mort, et je l'ai achetée avec deux jeux, je crois, 30 €. Elles étaient bradées. Enfin, c'était un carnage la Dreamcast. J'ai déjà dit cette anecdote, je crois, à Terry, ma Dreamcast qui est derrière moi là. Quand je l'ai acheté, un jour on va à Carrefour, galerie commerciale, je vais un Game Cash ou je sais pas quoi, non, un truc de jeu vidéo, un Dog Games, et ils la vendent en occasion 55 € avec une manette. Je l'ai payé neuve avec deux manettes, deux jeux 30 €. Hein. Du coup, je vais l'acheter, on va faire les courses et après, en sortant du Carrefour, je me l'achète. Je vais au Carrefour, neuve avec deux manettes et un jeu, 40 € ou 45 €. D'accord, je vois où va l'anecdote. Tu fais merde. C'est ça. Et du coup, je l'ai acheté neuve et du coup, j'ai eu ma Dreamcast en fin de vie parce que j'étais passé totalement à côté de la Dreamcast à l'époque. Excellent. Alors moi, je pouvais pas me passer à côté parce que de toute façon, t'avais les Street 3 qui étaient sortis sur Dreamcast. Et quand je dis les Street 3, c'est tous les Street 3 qui sont sortis sur Dreamcast. T'as parmi les meilleures versions. Alors t'avais les Marvel, donc Marvel versus Capcom. Évidemment le deuxième. T'avais les Capcom versus SNK aussi que tu trouvais pas ailleurs à l'époque avant que t'aies une version du pauvre qui sorte sur PlayStation. Non vraiment cette console là est là. Et puis merde. Les meilleurs rivals, enfin le meilleur rival du monde. Enfin, la Dreamcast, t'as des jeux de ouf. Ah, là-dessus, je suis d'accord. Moi, j'avais pris la PlayStation à l'époque parce que j'avais quel âge? J'étais encore au collège, je devais avoir une douzaine d'années, je pense, quelque chose comme ça. Et tout le monde achetait la PlayStation pour le line-up parce que machin. Enfin, en gros. T'avais pas forcément le choix en fait, et puis tu vois, PlayStation Dreamcast est sorti un petit peu après, hein. Mais du coup j'ai eu la PlayStation et ma mère pouvait pas concevoir, genre j'ai d'autres consoles, tu vois, t'as celle-là, t'achètes des jeux, on va pas racheter notre console pour faire la même chose. Et c'était un peu là où j'étais bloqué. Et je t'avoue que j'ai vu des jeux Dreamcast et je me suis dit pourquoi est-ce que j'ai pas ça, c'est plus beau, j'adore les jeux qui sont dessus et du coup j'ai fini par l'avoir sans aucun regret. C'est vrai que c'est pas facile d'expliquer aux gens, surtout quand t'es plus jeune, que tu veux une autre console. Alors moi particulièrement, à un moment donné où j'étais sur une frénésie Street Fighter, déjà racheter un Street Fighter sur le même support, les gens se disent attends, t'avais pas déjà Street Fighter 2? Mais là c'est Street Fighter 2 Dash, c'est pas pareil. On disait Prime à l'époque. Mais attends, mais c'est les mêmes sprites, c'est les mêmes personnages, et c'est même juste pas les mêmes couleurs. Alors va expliquer aux gens que c'est pas du tout le même jeu. Bien sûr. Alors tu peux justifier, t'as les 4 boss en plus, mais en fait, à moins de savoir, de connaître les différences, pour les gens, c'est le même jeu, quoi. Ils comprennent pas. Exemple. Ils se disent cet homme est fou. Sur PlayStation et Dreamcast, Ready to Rumble Boxing. Mais oui. La version PlayStation, je vais pas la qualifier parce que je ne sais pas comment la qualifier sans être vulgaire. Elle n'est pas qualifiable. Elle est inqualifiable. Et alors que sur Dreamcast, enfin. C'est beau, c'est fun, ça va vite, c'est fluide. Voilà. Et ce qui fait une parfaite transition avec Hillary Clinton. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Elle est dedans. Alors, t'avais des jeux, si jamais tu voulais vraiment tout tester, t'étais obligé de les avoir sur tous les supports. Hein, si jamais tu veux jouer Link, Spoon ou encore Yashi, ouais. Et à un moment donné, il fallait que tu achètes le même jeu. C'est vrai, ça. Sur 3 consoles différentes. Voilà, les gens ont compris où je voulais aller. Le seul problème, c'est que tu pouvais pas faire du Heihachi versus Link, ce qui aurait été, à mon avis, un match de ouf, mais bon. Après, là-dessus, par rapport à ce
fameux jeu. Je sais pas si via les action replay ou choses comme ça, on pouvait arriver à tous les intégrer, ou ils étaient vraiment pas intégrés de base sur chaque portage. J'ai pas la connaissance là-dessus, j'ai pas l'anecdote. Non, malheureusement, ils y étaient pas. Ah oui, ils avaient vraiment fait exprès de faire 3 versions différentes avec un personnage exclusif sur chaque plateforme. Chacun avait son exclusivité. Vous pourrez mettre dans les commentaires le jeu dont nous parlons. Il y aura un cadeau à gagner. Spoil, c'est faux. Ah merde. tu sais quoi, est-ce que j'ai un truc que je peux filer? Je vais trouver un truc que je peux filer. Tu regardes le premier commentaire qui cite le jeu et tu le partages. J'envoie un petit cadeau. C'est un petit truc, mais j'envoie. Et là, je verrai premier commentaire TMDJC first. Là, faut donner le nom du jeu, pas first, sinon ça compte pas. Très bien. Est-ce que tu as aussi parlé du fait de la parentalité, que tu as dû revoir tes priorités? Est-ce que tu es vraiment passé à côté de générations? Je parle pas de la Xbox que tu n'as pas pris, où tu es passé à côté et où tu as nourri des regrets. Ah, tu l'as eu quand même la première Xbox, d'accord. Du coup, est-ce que tu es passé à côté de certaines générations et ça t'a nourri des regrets ou pas du tout au final? Non, j'ai loupé aucune génération. Là, la seule console que j'ai pas pour le moment, et j'attends que ça, tout simplement que ça baisse, j'ai ni PS5, ni l'équivalent Microsoft pour le moment, parce que j'ai pas l'argent à mettre dedans, mais en même temps, il n'y a pas de jeu pour le moment qui fasse que je dois absolument acheter le truc. Et j'ai tellement de jeux sur Switch que je n'ai pas fini pour le moment que c'est pas grave. Ouais, t'as un gros backlog pour l'instant et. Ouh là là. Ouais. Puis moi, je suis un peu un mec chelou, c'est-à-dire que moi, j'aime bien faire 100%. Donc pour certains jeux, ça me prend du temps quand même. Ah ouais, t'es un complétiste. Bah, j'ai un ami, celui qui fait le backup au niveau de l'enregistrement, qui est aussi très complétiste là-dessus. Il aime bien genre tout platiner, machin. Enfin, je trouve ça fou, moi, mais. Je suis en fait, hein. Faut pas faire ça, les gens. Ah ouais, non, mais. C'est chronophage. Bah, surtout... on a 2 parties avec ma conjointe sur Zelda. Donc moi j'ai ma partie à moi qui est en mode expert et donc sur le même compte en fait on a la partie normale qu'on a fait à 2 et on est à plus de 700 heures de jeu quoi, c'est n'importe quoi. Ah ouais, insane. T'as toujours été complétiste ou avant les jeux tu les ai vraiment en casu et voilà tu jouais un peu de temps en temps? J'ai toujours été comme ça, mais il y a des jeux auxquels aujourd'hui je fais le choix de ne plus jouer parce que je sais que ça me prend trop de temps. Par exemple, je sais que je ne fais plus du tout, alors Breath of the Wild si on le met dans cette catégorie étant un jeu à part, mais je fais plus du tout de RPG par exemple parce que ça me prenait trop de temps et que je sais, il y en a qui me font de l'œil des fois, mais à chaque fois je me dis non, je me lance pas là-dedans parce que sinon je fais plus rien quoi. Ouais, non, mais je me retrouve là-dedans dans le sens où avant j'étais très gros fan de RPG, JRPG, enfin, tout ce que tu veux. Et la vie fait que maintenant j'ai moins de temps à allouer sur le jeu vidéo. Et ce genre d'expérience, tout ce qui est RPG, moi je peux pas concevoir de jouer une demi-heure de temps en temps. Genre, c'est un RPG que je considère un peu moins comme un RPG maintenant, le FF7 Remake. Oui. Oui, non, mais c'est un RPG, mais de par son gameplay, le remake de FF7, le gameplay, je m'y retrouve un peu moins que la version originale, mais bon, faut évoluer avec son temps si on le souhaite. Bref, on me l'a prêté, je l'ai commencé parce que j'avais du temps, donc j'ai avancé, et à un moment, j'ai eu trop de travail ou moins de disponibilité pour le faire et j'ai coupé. Et ben là, ça doit faire peut-être 2 mois au moins que j'y ai pas retouché parce que je sais que pour me remettre dedans, je pourrais pas le faire en casu, il faut que je me réinvestisse à fond dedans et pas le temps quoi. Donc le RPG, c'est vrai que si on veut jouer de manière ponctuelle, c'est un peu compliqué. Ouais, je te rejoins complètement et c'est aussi pour ça que ça c'est un aspect que j'aime beaucoup du jeu de combat, c'est que une fois que tu joues pas trop mal à un jeu, tu peux t'y mettre comme ça pendant juste une dizaine de minutes et te faire 2 ou 3 parties et c'est pas grave. Ça c'est un des aspects que j'aime beaucoup. Alors je précise que tu peux t'y mettre comme ça, mais que, enfin, le jeu de combat, comme beaucoup de jeux vidéo, te demande quand même un gros investissement à la base si tu as envie de ne pas être trop mauvais. Exemple parfait, on se retrouve pas mal, c'est que depuis quelques temps maintenant, je joue pas mal à des jeux d'arcade, genre je joue beaucoup en ce moment, à Windjammers par exemple.
dans le sens excellent, où excellent lien avec le combat. C'est très rapide, c'est très punitif et c'est un concept très simple mais très fort. Et voilà, tu t'éclates pendant un quart d'heure, tu fais plusieurs games, et c'est vraiment amusant dans le sens où c'est extrêmement punitif et en gros si tu te rates, bah, c'est de ta faute, c'est pas de la faute de la manette, c'est pas de la faute du jeu. C'est vraiment de l'arcade. Hein. Ouais. Et voilà, donc voilà, maintenant je favoriserai plus ce type de jeu plutôt que des grosses expériences comme les RPG ou comme des jeux à la Death Stranding par exemple, tu vois. Ouais. Et qui d'ailleurs, je suis passé totalement à côté dans le sens où les jeux maintenant où tu fais beaucoup des quêtes FedEx, aller chercher des choses, machin, sans forcément que ça serve à l'aspect narratif, voilà. Bah moi j'arrive plus à me dire, j'ai l'impression de me faire chier de perdre mon temps, dans le sens où ça n'avance pas. C'est le problème. Et si tu veux le faire en entier, le jeu, tu sais que tu es obligé de... Et ça, c'est vrai que c'est une partie qui me pose problème. Moi, j'aime beaucoup les jeux narratifs et je fais partie des joueurs qui ont besoin aussi que le jeu dure pas trop longtemps. Et c'est vrai que il y a deux camps et malheureusement, le camp dans lequel je ne suis pas est celui qui a la voix qui porte le plus. Et les gens disent oui, le jeu il fait que 60 heures, c'est n'importe quoi, je vais pas l'acheter. Vraiment, non, enfin moi le jeu qui de manière mécanique en fait gonfle ses heures parce que les Jean-Michel et Kevin, et c'est pas une insulte au gratuit, au prénom, c'est juste qu'il fallait que j'illustre mon propos, pardon au Kevin et au Jean-Michel. Ouais. Mais ces prénoms reviennent quand même souvent, donc peut-être qu'il y a certains Jean-Michel et Kevin qui sont pas forcément très clairs. Peut-être c'est un triple prénom, Jean-Michel Kevin, on sait pas, qui vont nous dire oui, non mais nous on a acheté le jeu 70 boules, il faut que ouais mais alors d'accord, très bien, mettons que très bien, mais juste au moins à ce moment-là finissez le jeu. Parce que quand tu vois le pourcentage de joueurs qui terminent réellement leur jeu et qui sont là en mode ah mais le jeu non c'est pas cohérent. En fait je trouve pas ça cohérent. Moi je fais partie des gens qui se disent si le jeu m'a plu, si jamais j'ai vraiment eu une expérience, très bien. Moi quand je vais au cinéma, si le film il dure qu'1h15, c'est pas grave. Qui m'a coûté le même prix qu'un film qui a duré 2 heures. Mais si jamais au bout d'1h15 je sors, je me dis putain waouh. Là, moi, je vais en parler de ce film. Juste, il m'a retourné dans tous les sens. Je préfère un jeu, moi, sur lequel je vais jouer. J'ai joué, il y a des jeux. Alors, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête là, mais il y a pas mal de jeux indés qui sont parfois pas très longs. Là, on s'est fait un jeu. Ah, c'était TikTok. Il y a pas longtemps, on a fait TikTok avec ma conjointe FQPH, à qui je fais un petit coucou, qui est un jeu assez particulier parce qu'en fait il faut jouer à deux, mais réellement à deux, c'est-à-dire que chacun sur son support, et t'es pas obligé d'être dans la même pièce, hein, parce qu'en fait l'autre ne voit pas ce que t'es en train de faire et vice versa, et en fait t'es obligé de communiquer, donc tu peux communiquer par téléphone, tu peux communiquer par texto, par ce que tu veux, juste à un moment donné t'es obligé de décrire ce que t'as à l'écran pour dire moi j'ai ça, qu'est-ce que toi t'as, et en fait c'est un jeu d'énigmes qui se fait à deux. Le jeu, super. On l'a bouffé peut-être je sais pas, peut-être on a dû y jouer au total à peut-être 2h30, grand max. On peut se dire, mais enfin, c'est pourri comme jeu. Ça a été une expérience vraiment super sympa. Et bah tant mieux. On n'est pas obligé à chaque fois d'avoir un jeu qui va durer 700 heures. Non. Donc non, c'est très bien. Je suis très content d'avoir fait ce jeu. C'est une expérience qui m'a marqué sur le moment et très bien. Donc voilà. Non. Et moi, j'ai pas besoin qu'un jeu dure très longtemps. J'ai besoin qu'il me touche. Alors là-dessus, je te rejoins. Mais est-ce que tu penses pas que c'est peut-être est-ce que tu ne penses pas que c'est peut-être aussi parce que on vieillit, dans le sens où moi ou toi du passé, genre quand on avait 12-13 ans, on se serait pas satisfait d'un jeu moyen qui dure plus longtemps parce qu'on avait aussi peut-être moins d'accès à plusieurs jeux, et qu'à l'époque on aurait été moins exigeant sur le fait en gros de bouffer de la merde pendant 60 heures et qu'on aurait été content de ça, que maintenant où on a d'autres priorités, où on a peut-être moins de temps pour le jeu, on est plus exigeant sur l'expérience qu'on veut avoir. Alors, je suis en train d'essayer parce que je veux répondre vraiment à ta question avec le plus d'honnêteté possible, mais j'ai envie de te dire que non, je pense pas. En tout cas, je me souviens pas avoir été comme ça. Je vais prendre deux exemples. Mario Land et Mario Land 2, qui sont pas des jeux qui sont vraiment très longs pour de vrai quand tu les fais même de bout à bout. Alors, Mario Land, le premier, il se fait tout entier parce que, entre guillemets, le jeu est très linéaire. Mais Mario Land 2, t'as quand même le choix de découvrir des lieux cachés. T'as une map que tu peux faire dans n'importe quel sens. Et ce jeu, je l'ai fini vraiment assez vite. Mais l'expérience était tellement rigolote
je l'ai refait direct derrière parce que j'ai trouvé ça génial. Mais j'étais pas en mode frustré du genre ah mince c'est fini, parce que il m'a aussi libéré du temps pour pouvoir faire d'autres jeux. Non, je suis plutôt vraiment sur la qualité du jeu en fait que par sa longueur. Tu vois, si je devais faire une comparaison à la con, si on devait parler d'une soirée entre potes où tu te mets au restaurant, ou même d'une partie de baise par exemple, où tu es avec quelqu'un avec qui tu as envie de faire un truc sympa, je préfère un truc qui dure pas trop longtemps, mais temps sur lequel tu te dis j'ai vraiment passé une excellente soirée, c'était vraiment génial, qu'un truc où tu te dis putain j'ai passé 6 heures avec ces gens-là, mais qu'est-ce que je me faisais chier. Non, ouais. Non, le temps, en fait, c'est une notion qui est vachement relative, en fait, pour de vrai. Je préfère les trucs intenses, courts, que les trucs longs et chiants. Ouais, ça s'entend tout à fait dans les deux domaines que tu as cités. Par contre, pour continuer là-dessus et pour étayer un peu tes propos, il n'y a pas un jeu, genre quand tu avais entre 10 et 15 ans, que tu aurais fait, où tu étais globalement satisfait de l'expérience, et aujourd'hui tu te retournes derrière, tu regardes le thème des JC d'avant, et tu te dis mais mec, t'as passé des dizaines et des dizaines d'heures sur ce jeu, alors qu'en fait c'est pas exceptionnel, tu vois. Si tu devais engueuler le toi du passé, tu l'engueulerais sur quel jeu? Je crois pas avoir de jeu de la honte comme ça où je me suis dit non mais non, enfin franchement non. Par contre, il y a des jeux que je sais que je suis plus capable de faire aujourd'hui. Je réponds pas à ta question là en fait, hein, dans le sens où. Mais c'est une pirouette habile. Voilà, mais merci. Ce qui est pas si habile que ça parce que je viens de la mettre en lumière, donc du coup je me suis auto-grillé, mais non en fait, non, pour répondre à ta question, je crois pas. Par contre, effectivement, je vais prendre un exemple très concret. J'ai fait les Makaimura par exemple, et c'est des jeux que sur lesquels j'ai passé vraiment beaucoup d'heures et beaucoup de temps, et qui sont, pour ceux qui les ont testés, vous le savez, des jeux qui sont vraiment pas faciles. Est-ce que tu peux expliquer un peu le concept du jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas? C'est du jeu de plateforme, c'était en français, c'était Ghost and Goblins ou ah oui, les Ghouls and Ghosts, ouais. C'est des jeux en fait jeu de l'enfer. Qui sont très punitifs dans le sens où le gameplay est très rigoureux, mais il y a une partie aléatoire qui peut te mettre dans une situation sur laquelle en fait tu ne peux pas avoir d'autre choix que de mourir. Très concrètement, quand tu joues à un Megaman, tu sais que les ennemis vont apparaître exactement à cet endroit-là. Tu sais que si jamais tu sautes à tel pixel, ça passe. Le jeu, en fait, t'oblige à être bon, mais si t'es bon, c'est bon. Le problème d'un jeu comme Ghost and Goblins, par exemple, c'est que ton personnage est emprisonné dans son seau, donc tu peux pas t'es en l'air vraiment, mais que des fois, les ennemis vont apparaître de manière plus ou moins aléatoire suivant les endroits où ils apparaissent. Et ce qui fait qu'il y a des moments, tu te retrouves dans une situation où tu ne peux plus esquiver du tout l'ennemi. Ah oui. Et ça, il y a un côté qui est ultra frustrant. Et il y a quelques mois, années maintenant, je parlais de ce jeu-là à un copain et je lui montre, je fais moi, tu sais, ces jeux-là, j'ai fini ces jeux en mode, moi, je suis un vrai, quoi. Et puis je lui montre, je lance, je sais plus c'est sur quel support, en fait, c'était une compile où ils étaient tous dessus. Je lance le premier et je lui montre, je fais et puis je galère à finir. Rien que le premier meurt, je fais attends, ah ouais, il y avait ça, attends. Mais je remonte et puis attends, et en fait, au bout d'un moment, je me dis putain, mais en fait, je ne pourrais pas le refaire là, c'est horrible. Et il y a même pas l'envie de tryhard. Ouais, alors je pourrais pour de vrai si jamais je me relançais sur le truc parce que la mémoire du corps, parce que mais là ça arrivait à un moment de ma vie où ce type de gameplay je peux plus en fait. Ouais. Après, la mémoire du corps, elle existe, mais je pense que notre patience va en est voilà. Enfin moi voilà. Genre tu vois, au début des années 2000, j'étais pas mauvais à un jeu Unreal Tournament. C'est un jeu sur PC, hein, parce que je l'ai aussi sur Dreamcast. Je suis une purge avec la manette, c'est injouable. Je l'ai pas fait sur PC. Et ben j'étais plutôt bon à ce jeu, tu vois. Réflexe, tac, les bonnes strats et je l'ai relancé récemment. Au-delà du deuxième niveau de difficulté, je me fais poutrer. Et même si je me rappelle comment faire, mémoire du corps, les strats, le temps de réaction que j'ai, et c'est une catastrophe. J'ai l'impression que j'ai des mains d'un mec de 90 ans, tu vois. Puis je parle même pas du cerveau, hein, donc c'est pour ça, je pense que maintenant c'est un peu plus compliqué. Ouais, non, pour de vrai, si
vraiment l'effort, en fait, c'est avoir envie de faire l'effort. On y arrive. Il y a pas longtemps, je me suis remis à faire tous les Megaman. Il y a un coût d'adaptation pour de vrai, notamment un jeu comme le premier. Mais le premier Megaman est vraiment difficile. Puis moi, je suis un mec un peu con parce que je joue sur une compile qui me permet de faire des sauvegardes dans tous les sens, de faire des retours arrière, etc. Mais je joue en mode NES, c'est-à-dire que je perds, bon ben j'ai perdu, je recommence, etc. Enfin bon, le mec qui vraiment a décidé de se mettre des bâtons dans les roues, quoi. Le premier Megaman, au départ, vraiment, j'ai galéré à me remettre dedans. Ça m'a vraiment demandé de l'effort. Mais une fois que t'as passé le pas, une fois que t'es en fait, ça revient. D'accord. On va, à présent, vu qu'on a fait un peu un tour d'horizon sur... qu'on a survolé ta vie de joueur, là, actuellement, est-ce que tu as des jeux du moment, des jeux que tu es en train de... selon tes disponibilités, de jouer de manière régulière? Plein. Ce que je fais en ce moment, je l'ai dit, en fait, je suis en train de me faire tous les Megaman et tous les Rockman. Donc, j'ai acheté les compis qui sont sortis de la part de Capcom sur Switch. Je suis à Megaman 11 là pour l'instant. Alors Megaman 11 c'est un petit peu particulier parce que Megaman 11 je l'avais jamais fait. Ouais. Donc là c'est vraiment une vraie découverte. Alors que les autres c'était une redécouverte. Mais des fois une redécouverte intéressante parce que par exemple les Megaman 9 et 10 j'avais fait le jeu d'origine mais j'avais pas acheté les DLC. Donc il y a des parties que j'avais pas faites et notamment les gens qui trouvent Megaman difficile, lancer Megaman en jouant Protoman sur le 9 par exemple, vous allez voir ce que c'est qu'un jeu difficile. Là juste avant c'était facile, hein. Franchement le 9 c'est que dalle par rapport au reste. Donc ouais non c'est des jeux que j'aime bien. Une fois que j'aurai terminé le 11 je me mets au Megaman et Rockman 10. Alors quand je dis je joue à Megaman et Rockman, c'est que je suis tellement chelou comme gars qu'une fois que j'ai terminé Megaman, je fais Rockman. Quand j'ai terminé Megaman 2, je fais Rockman 2, etc. On pourrait se dire, mais t'es con, c'est le même jeu. En fait, des fois, t'as des petites subtilités qui vont faire que c'est pas exactement le même jeu. Et j'aime bien, en fait, j'aime bien des petites subtilités. Après, c'est aussi parce que tu aimes le jeu et que t'es pas forcément logique et rationnel par rapport au contenu. C'est totalement pas rationnel. Merci. Tu l'as parfaitement illustré. C'est voilà. Ah, tu sais, j'ai de la bouteille. Je l'ai fait à 100%. J'ai fait les deux versions. Quoi, voilà. Ouais. Donc après, c'est les X. Après, j'ai les ZX à faire. Ok. Voilà, du côté platformer, sinon je joue à des jeux comme là je viens de télécharger, mais je l'ai pas commencé encore, la version Breath of the Wild de Hyrule Warriors, je l'ai pas encore fait. Je joue à pas mal de jeux indés, ça c'est un truc que j'aime bien. Et puis il y a toujours du jeu de combat quelque part. Donc en ce moment je suis en train de me refaire les Samurai Shodown, mais les jeux auxquels je joue toujours un peu, ça va être du Street Fighter 3 par exemple. Ça c'est un jeu, c'est rare que j'y joue pas dans le mois. C'est très rare. Les Samurai Shodown, est-ce que c'est du vrai jeu que tu aimes ou tu aimes bien l'univers, le côté un peu samouraï, mais que le jeu est pas forcément exceptionnel en soi? Alors, j'adore l'univers, j'adore l'OST, mais je trouve que ces jeux sont extraordinaires. Alors, je sais pas que je suis en train de les survendre. Ah, d'accord. C'est des catégories de jeux qui vont pas plaire à tout le monde. Okay. Alors, le principe de Samurai Shodown, c'est que ce sont vraiment des jeux en fait qui vont s'appuyer sur une technique parfois même unique. Il y a parfois même pas de combo où vous allez enchaîner deux attaques. Donc c'est vraiment un jeu de placement, c'est un jeu de distance, c'est un jeu de réflexion dans le sens à quel moment on va réussir à placer telle ou telle technique. Particulièrement sur les premiers, après ça change, hein. Il y a plusieurs types de jeux. À partir du 3 par exemple, le jeu évolue beaucoup, mais c'est vraiment des catégories de jeux que j'aime beaucoup et avec des personnages que je trouve vraiment charismatiques. Ouais. Donc non, c'est vraiment une série que j'aime bien. J'aime bien l'évolution de cette série et j'aime beaucoup le reboot qu'ils ont fait il y a pas longtemps. J'y ai pas assez joué pour l'instant parce que j'ai personne avec qui y jouer, tout simplement. Eh bien, figure-toi que je l'ai pris également, donc si tu veux y jouer, c'est avec plaisir. Ah, mais carrément, mais avec grand plaisir. Malheureusement, tu devras subir là aussi la connexion. Ma connexion de merde. Ce qui pose beaucoup de problèmes, surtout dans le domaine du jeu de combat, mais ouais, je t'envoie mon... Après, c'est un problème, mais c'est aussi une solution dans le sens où ça fait une excuse toute trouvée. Si jamais tu me poutres, je te dirais, les input lag, tout ça, c'est un peu embêtant.
Oui, non, mais ouais, mais c'est chiant en fait, c'est frustrant parce Oui. qu'on peut sortir ce type d'excuses, mais c'est vrai que c'est pas agréable quand tu peux. Parce que moi, perdre me pose aucun problème. J'ai pas de. Moi, en tant que joueur de jeux de combat, parce que très souvent les gens qui m'écoutent dans le podcast disent tu dois être ultra fort en jeu de combat. Je suis pas un très très bon joueur dans le sens où je connais beaucoup de jeux, mais quand tu connais beaucoup de jeux, tu peux pas jouer à tout bien. Et il y a plein de domaines dans lesquels je suis pas bon. Et par exemple, je suis un joueur qui n'a pas beaucoup de rythme. Donc sur certains jeux, ça peut être vraiment très très vite handicapant. Donc je me sens pas être un excellent joueur et j'ai pas beaucoup d'ego à vouloir absolument gagner. Donc perdre me pose pas de problème. Par contre, perdre parce qu'il y a eu du lag ou gagner parce que j'ai gagné grâce au lag, non, ça c'est un truc qui vraiment m'emmerde. C'est marrant une fois et après c'est rageant quoi. C'est ça, j'ai pas. D'accord. J'ai ni l'envie de victoire ni l'envie de défaite. Mais par contre, je veux pouvoir avoir donné le meilleur de moi-même. Et j'ai envie de te citer Ryu, qui disait Victory means nothing, the fight is everything. Et c'est exactement ce que je pense du jeu de combat. D'accord. Donc, la génération d'avant aurait cité l'esprit Coubertin. Toi, tu cites Ryu. Ce qui est très raccord avec ta passion du jeu vidéo. Le jeu que tu me parles, enfin dont on parle, Samurai Shodown, moi ça me fait penser à un jeu auquel je joue pas mal avec un ami, auquel j'ai joué pas mal et on y joue toujours. C'est Bushido Blade sur PlayStation, je sais pas si t'as connu. Oui, tout à fait. Ouais. C'est encore autre chose, mais oui. Bah dans le sens où un coup peut être fatal en fait, le côté punitif de la chose ou. Ah bah là pour Bushido Blade, c'est même carrément le cas, c'est-à-dire que tu peux tuer en un coup, donc c'est ça. On est dans encore autre chose, mais oui, tout à fait. D'accord. On va maintenant avancer et parler d'une Madeleine de Proust que tu souhaiterais nous faire découvrir. La parole est à toi. Alors, la Madeleine de Proust. Alors, quand tu m'as parlé de la Madeleine de Proust, c'était très compliqué pour moi parce que, comme vous l'avez vu, en fait, en tant que joueur, en fait, il y a plein de jeux qui m'ont vraiment touché et où je me dis, ah mais non, mais ça, il faudrait quand même découvrir ça. Et si j'ai une Madeleine, vraiment dans le sens où c'est le jeu par lequel, en fait, c'est-à-dire que eu ce jeu-là, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que ce jeu-là a fait que je me suis dirigé vers les arts martiaux et que j'ai pratiqué et gagné des grades dans le domaine du martial, dans le domaine du budo. C'est le jeu qui m'a donné envie d'apprendre. C'est le jeu qui a fait que j'ai rencontré les gens avec qui je navigue aujourd'hui. C'est-à-dire que sans ce jeu-là, je n'aurais pas rencontré l'équipe de Bas Gros Point et l'équipe de Bas Gros Point, tous les podcasts, on serait pas là aujourd'hui en fait s'il n'y avait pas eu ce jeu-là. C'est-à-dire que je n'aurais pas du tout la même vie s'il n'y avait pas eu ce jeu-là. Et ce jeu-là, c'est Street Fighter 2. Incroyable. Et Street Fighter 2, en fait, est un jeu qui a littéralement révolutionné ma vie. Je ne vis plus du tout de la même façon depuis ce jeu-là. Je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit sans ce jeu-là. Je n'aurais pas filmé ce que j'ai filmé sans ce jeu-là. Je n'aurais probablement pas vu les mêmes choses s'il n'y avait pas eu ce jeu-là. Donc c'est vraiment un jeu, je peux dire sans exagération que 100% des gens avec qui je navigue aujourd'hui, alors je dis pas que je connais, mais avec qui je navigue aujourd'hui, des gens qui sont dans mon entourage, sont des gens que je connais parce que j'ai joué à Street Fighter 2. Incroyable. Ah, donc c'est vraiment ce jeu, c'est vraiment un tournant dans ta vie, en gros, c'est... Complètement. D'accord. Donc pour ceux qui disent que le jeu vidéo c'est que du jeu, au final c'est que du jeu, mais ça permet aussi de s'ouvrir et de prendre des directions. Tout à fait. Là, si je résume tout, c'est exactement ça. Puis c'est un jeu dans lequel il y a tout aujourd'hui. C'est-à-dire que même si le jeu de combat a encore beaucoup évolué après Street Fighter 2, énormément même, toutes les bases qui sont utilisées aujourd'hui trouvent leur essence dans Street Fighter 2. Elles ont été posées à cet endroit-là. Il y a eu l'ébauche avec le premier Street Fighter qui a tenté quelque chose et puis après il y a eu... le Street Fighter 2 qui là a posé ça et a dit tiens tu prends ça dans ta gueule et ça sera comme ça à partir de maintenant quoi. C'est enfin si on veut vulgariser un peu. Merci Yoko Shimomura, merci Isao Abe, merci Okamoto. Enfin voilà, vous nous avez offert un jeu, c'était je vous aime. Et du coup merci ce jeu Akiman. ne l'oublie pas.
Et ce jeu, tu l'as eu quand il est sorti ou t'as eu plus tard, un peu sur le tard Quand il est quand il est sorti, je l'ai eu sur tous les supports. Et je continue à l'avoir sur tous les supports parce que de temps en temps, il sort une version, vraiment la version toute pourrie qui va sortir sur un téléphone ou un truc comme ça. Je l'achète quand même. Je suis très con. Je suis très con. Ah oui, là c'est vraiment... on parlait tout à l'heure de rationalité. Là, elle n'existe pas. Ouais. Est-ce qu'il y a une version, parce que là je pense que tu as plus de connaissances que moi à ce sujet, est-ce qu'il y a une version de Street Fighter sur N-Gage? Il n'y a pas eu de version de Street Fighter 2 sur N-Gage, mais tu as eu des jeux de combat sur N-Gage, oui. Parce que tu as eu du KOF, entre autres. Oui, c'est pour ça que je demandais, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait un jeu comme ça, et est-ce qu'il aurait acheté la N-Gage juste pour avoir ce Street Fighter? Ah bah oui, non, mais clairement oui. D'accord. C'est le pigeon. Tu serais le mec à répondre aux annonces sur le bon coin, la N-Gage a un prix de ouf. Alors, je suis pas aujourd'hui. D'abord, mes finances me le permettent pas. Je suis pas en mode débile non plus. C'est-à-dire que si jamais il y a un mec qui dit ouais, j'ai une N-Gage quasiment neuve, je la vends 1000 € avec non, la réponse est non. Et comme il y a aujourd'hui, heureusement, moyen grâce à l'émulation quand même de tester des trucs, c'est vrai. Pour des supports que tu n'as pas. Non, je suis pas en mode. Mais par contre, si jamais je trouve un prix intéressant. Que je juge être accessible, et oui, là je l'achèterais. D'accord. Donc je pense que t'es un peu comme moi, genre en gros, là on a une ligne avec l'argent, t'as la console, t'as le prix du marché, t'as ta passion qui te permet de moduler un peu plus, un peu moins selon. On est d'accord. Et après, dès que ça dépasse ça, le mec qui va se faire voir, quoi. C'est ça. Petit coucou à ceux qui vendent des PS5 à plus de 1000 € sur le bon coin. On vous embrasse. Oui, non, on a un profond respect pour voilà. vous. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Ah. Très bien. Et bien, merci pour cette petite anecdote. Mais avec grand plaisir. On va maintenant passer à un petit jeu de questions-réponses. Donc, pour t'expliquer, je pose une question et tu dois faire une réponse. C'est un concept assez fort. Hein. J'aime bien l'idée. En plus, c'est original, j'aime bien. Ça, oui, tu sais, j'essaie de me démarquer un peu, tu sais, avec tout le monde qui est sur YouTube, j'essaie d'avoir des concepts très forts et très originaux, c'est normal. Hein. Ouais, mais je vais peut-être te repiquer l'idée, j'ai vraiment bien l'idée. Par contre, tu ne devras pas trop argumenter. Donc, on va dire pas plus de 15-20 minutes par question, hein. Faut quand même se limiter. Ah oui, c'est chaud. Ah ouais, oui. Ok. T'as parlé d'émulation juste avant. Pour toi, l'émulation, c'est vraiment quelque chose qui tue le jeu vidéo ou au contraire qui le sauvegarde? Alors, très clairement, aujourd'hui, qui le sauvegarde. On a fait plusieurs émissions d'ailleurs dans le domaine, une série d'émissions qui n'existe plus aujourd'hui, que j'ai arrêté, qui s'appelait Riversal. On parlait vraiment de jeux de combat uniquement, et la première émission était sur l'émulation bourreau ou sauveur de l'arcade. Qui était une émission d'ailleurs très intéressante, mais clairement obsolète aujourd'hui parce que je pense que malheureusement, et surtout aujourd'hui où le jeu vidéo devient de plus en plus en ligne, devient de plus en plus immatériel, il est très important qu'on continue à faire un travail d'émulation et de piratage des jeux, parce que on est en train de perdre des trésors à cause de la disparition du support physique. Bien sûr. Je pense que l'émulation est quelque chose d'important. Puis ne nous leurrons pas, l'émulation en général arrive avec quelques générations de retard. Tu peux pas émuler une PS4 aujourd'hui. Et si jamais tu pouvais le faire, il faudrait une machine. Il faudrait un monstre, quoi. Parce qu'on calcule. Grosso modo, que pour faire tourner l'émulation correctement, il faut au minimum 4 fois la puissance de la machine. Donc bon, là on parle de choses. Enfin, je me place derrière sous couvert de personnes qui savent mieux que moi, parce que c'est pas ma partie, la partie technique, mais clairement, en fait, si jamais tu veux pouvoir émuler correctement ta machine, il faut déjà un émulateur correct qui reproduise les qualités et les défauts de la machine, et puis une machine capable de le lancer. Donc, de toute façon, t'émules pas, tu pirates pas, en fait, pour de vrai, des machines récentes. Bien sûr. C'est pas grave, en fait. Eh bien, je me permets de faire un petite incartade dans ton argumentation. Parce que je suis en train actuellement de faire des vidéos avec un des développeurs principaux.
principaux, ouais. De Batocera, ce système T d'émulation. En gros, les mecs, ils ont pris contact avec moi et ils m'ont demandé si je voulais bien faire des vidéos pour expliquer le fonctionnement pour le grand public et un peu des choses un peu plus avancées pour des personnes qui seraient intéressées. Et on a... Je savais même pas que tu faisais ça. Tu sais que je vais aller voir tes vidéos. Tu le sais, ça. Ah bah, j'adore. Et c'est vraiment super intéressant. J'ai fait une vidéo, j'ai fait une grosse interview au début, au tout début de la chaîne avec Fabrice de Recallbox. Une vidéo qui avait plutôt pas mal marché. Enfin, pas l'interview, la vidéo que j'avais fait sur Recallbox parce que il a du pif, le mec. Quand la dernière version de Recallbox est sortie, le jour même, j'ai sorti une vidéo sur comment s'en servir, comment l'installer. Ouais, bah oui. Et du coup, j'ai eu d'autres distributions qui m'ont contacté. Pourquoi tu parles pas de nous aussi Surtout que le principe de la Recallbox, je trouve ça absolument génial. Et effectivement, on peut discuter de la légalité du truc vis-à-vis des ayants droit, surtout que aujourd'hui, le jeu vidéo, je parlais des compiles Megaman, mais enfin des compiles avec des vieux jeux, j'en ai plein, que ce soit du côté de chez SNK, Konami, même Nintendo, enfin des boîtes qui nous ressortent des jeux auxquels on a déjà joué et qui vous les font payer. Il y en a quand même pléthore. Donc je peux comprendre que quand tu achètes un support comme ça qui te permet d'accéder à des ROM de manière totalement illégale pour pouvoir jouer à des jeux qui sont encore vendus aujourd'hui, je comprends la difficulté du truc. Ouais. Bon, enfin bon, je pense que c'est des jeux qui ont déjà été amortis 50 000 fois, ça me choque pas, moi. Ouais. Et pour te reparler de Batocera, du coup, sur une des vidéos qu'on a tournées hier, on a tourné une vidéo hier que j'ai pas encore montée parce qu'il y a pas mal de travail à faire dessus. Il me disait qu'au niveau de l'émulation... J'ai adoré, du coup, alors. Comment ? Ça fait con si je te dis que je l'ai déjà vu, que j'ai adoré, alors. Mais je l'ai pas encore monté, Mais c'était génial, hein, mais... C'était génial. Et du coup, le mec de Batocera me disait qu'ils étaient capables, à ce jour, de pouvoir émuler la Switch correctement, mais qu'ils ne le faisaient pas, parce que pour eux, la ligne qu'ils se sont fixée, c'est de ne pas proposer à l'émulation des consoles qui sont encore disponibles à la vente et en production. C'est très bien. Vraiment, je vais dans leur sens. Et par contre, c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'ils émulent la Switch aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de bons jeux sur la Switch que ouais. Et ça va être en plus un truc assez intéressant, parce que la Switch, elle se joue aussi parce que c'est la Switch. Dans le sens où en fait il y a quand même pas mal de jeux qui utilisent les Joy-Con pour pouvoir être joués correctement, et ça je suis très curieux de leur approche par rapport à ça. Eh bien, rendez-vous à la fin de la production de la Switch pour la mise à jour de Batocera qui l'inclut. Cool. Donc voilà, on a parlé de plein de choses super intéressantes que vous pourrez regarder dans les vidéos. Je vais pas en dire plus, mais voilà, si t'as besoin, si tu veux qu'on échange à ce propos, il y a vraiment aucun souci, c'est un plaisir. Hein. Mais carrément, vraiment, c'est un sujet que j'adore. Et du coup, eux, pareil, leur démarche, c'est vraiment à moins de conserver le patrimoine jeux vidéo, dans le sens où, comme tu le dis, t'as des anciennes consoles ou ordinosaures qui fonctionnaient sur des supports qui sont maintenant obsolètes et non fonctionnels maintenant. Genre, t'as plein de jeux qui ont été perdus à vie parce qu'ils étaient sur tes disquettes qui ont été démagnétisées, ou t'as plus le code source, ou t'as plus rien, et du coup, ils sont perdus pour toujours. Donc, c'est voir des trucs un peu ubuesques des fois, où tu te retrouves sur des compiles officiels avec certaines boîtes, je ne citerai personne, n'est-ce pas Sega, qui se retrouvent avec des ROM qui ont été faits par des pirates parce que eux retrouvaient pas leur propre ROM. Ouais, c'est vrai. Quoi. Je suis d'accord. Les gens. Et du coup, tu m'offres encore une parfaite transition, et cette fois-ci c'est vrai, pour la seconde question. Ah. La fin de l'ère Sega d'un point de vue console avec la Dreamcast, est-ce que c'est une bonne chose ? Oh non, je suis triste. Pour de vrai, je suis triste. C'est une chose, hein, dans le sens où malheureusement les choses se sont faites comme elles sont enchaînées, mais j'ai pas un amour de ouf pour la Master System. C'est pas une console sur laquelle en fait il y a quelques jeux que j'ai vraiment bien aimé sur Master System. Hein. Le Castle of Illusion dont je parlais tout à l'heure sur Master System, je le trouve vraiment sympa, et c'est pas le même jeu que sur Mega Drive par exemple. Il y a quelques jeux comme ça que j'ai trouvé très très bien, le Sonic par exemple, mais c'est pas une console de cœur. Mais de la Mega Drive à la Saturn en passant par la Dreamcast, c'est vraiment trois consoles que j'ai vraiment beaucoup aimées. Et bah ouais, ça fait chier
y en a eu d'autres. Hein. On pourrait parler du Mega CD sur lequel moi j'ai adoré jouer à Final Fight par exemple. Ouais. Il y a quand même pas mal de bons jeux en fait qui étaient sortis sur des supports même extérieurs, enfin parallèles, j'ai envie de dire, à ce que pouvait produire Sega. Mais pour rester sur la Saturn et la Mega Drive, je suis super triste parce que ces deux consoles, en fait, je pense que les gens sont passés à côté de perles. Si jamais vous cherchez une version entre guillemets ultime de Street Fighter 03, si vous jouez pas à la version PSP, jouez à la version Saturn. Ouais. C'est clairement la meilleure version. D'accord. Et est-ce que tu penses pas, donc là c'est une question que je pose comme ça sans avoir une connaissance aussi solide que tu peux l'avoir ou que d'autres personnes peuvent avoir, est-ce que tu penses pas que Sega a payé a un peu payé ce qui a fait sa force dans au début des années 90 et ce qui a fait du coup sa faiblesse, c'est de pas cibler forcément le grand public, mais les personnes qui aiment l'arcade et une partie un peu plus comment dire, élitiste du jeu vidéo. Là où des boîtes comme Sony ou Nintendo ont vraiment cherché à garder vraiment cet aspect grand public avec des jeux et des licences qui fédèrent un peu plus peut-être. C'est difficile comme question parce que en fait, j'ai pas la prétention de pouvoir dire pourquoi Sega est mort. Ah non, bien entendu, je demande juste ton avis là-dessus. Hein, je vais essayer de répondre à ta question. Je vais dire que je suis pas d'accord avec les gens qui disent que c'est de la faute de Sony. C'est pas de la faute de Sony. Je pense que c'est si jamais Sega s'est planté, je pense que c'est à cause de leur choix. Là, j'irais plutôt dans ton sens en disant que il y a plusieurs choix, notamment. Alors, la Dreamcast c'est encore autre chose, mais notamment du côté de la Saturn, la console était vraiment très compliquée à utiliser pour faire des jeux. Ouais. Voilà, peut-être qu'ils n'ont pas mis assez d'énergie sur la 3D, où ça a été fait un peu de manière, ça a été un peu mis forcé aux chausse-pieds. Mais la Dreamcast. Il y avait plein de jeux très accessibles, hein, pour de vrai, parce qu'on pourrait se dire c'est un jeu qui était accessible du grand public. C'était la meilleure console si tu voulais jouer à l'arcade à la maison. Ah oui, oui bien sûr. La Neo Geo était plus vraiment accessible et pour un prix bien moindre, évidemment. Mais là, le problème c'est qu'il y avait eu déjà toute une génération qui était arrivée, qui était une nouvelle génération de joueurs qui avaient découvert le jeu vidéo grâce à Sony. Voire certains Microsoft, mais c'est encore autre chose, mais clairement en fait il y a des joueurs qui sont arrivés avec la PlayStation et notamment le grand public. Et quand la PlayStation 2 est arrivée, qui était offrait une bibliothèque assez large et en plus la console elle faisait lecteur de DVD. Bon là à partir de là rapport qualité-prix et puis tout le monde roule pas sur l'or, tout le monde peut passer plusieurs consoles. Le choix il est vite fait. Ouais. Donc je sais pas si Sega paye que de ces choix stratégiques ou si de toute façon ils étaient arrivés malheureusement en bout de course à un moment donné où les choix stratégiques de la concurrence a fait que. Mais je mettrais pas, tu vois, comme certaines personnes Sony du côté des méchants et Sega du côté des gentils, ça n'a rien à voir. C'est deux boîtes commerciales qui se sont battus et chacun a donné le meilleur de ce qu'il pouvait. Mais entre les choix de Sega et la conjoncture, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais oui, clairement, par contre, c'est un regret. Moi, voilà, il me manque quelque chose. Et de toute manière, quand on dit qu'il y a eu un grand gagnant, pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait forcément un perdant, malheureusement, et que voilà. Mais ça voudrait rien dire. En plus, il y a eu un grand gagnant parce que là, on parle de Sony, mais qui continue à vendre le plus de consoles aujourd'hui, à de rares exceptions près où là des fois tu te dis putain, à la Sony ils ont explosé le game. Nintendo est toujours là, que ce soit grâce aux consoles portables ou à la Wii ou aujourd'hui la Switch, mais ils sont hallucinants quoi. Ouais. Enfin, Nintendo ils sont hallucinants. Même avec la Wii U ils ont réussi à revenir avec la Switch. Hop, ils ont mis une petite claque derrière Sony. Et Nintendo est mort. non, ils ont un trésor de guerre, les enfants, un truc de ouf. C'est ça. On a parlé de la 3D. Merci pour cette réponse du coup. Autre question. Je t'en prie. On a parlé de la 3D avec la Saturn. Pour toi, avec l'arrivée de la 3D, tu préférais laquelle? La Saturn, la PlayStation ou la 64? Ou tu détestais moins laquelle?
c'est une bonne question. Merci. Alors, je suis pas un gros fan de la 3D de l'époque, dans le sens où moi, je fais partie des gens, à l'instar de Douglas Alves, à qui je fais un énorme bisou, où on pensait que la 2D arrivait enfin à maturité et qu'à partir de maintenant, on allait pouvoir faire des jeux de malade. Et c'est là où on s'est mis à faire du tout 3D, et ça m'a posé problème. Après, il y a des jeux 3D avec lesquels j'ai pris énormément de plaisir et qui pourtant très mal vieillis, hein. Rival School, Street Fighter EX, c'est des jeux qui sont très laids aujourd'hui, mais avec lesquels j'aime toujours autant jouer. Mais voilà, je suis pas un gros fan de la 3D de l'époque. Mais clairement, pour moi, celle qui a su tirer le mieux son épingle du jeu par rapport à la 3D, je pense que c'est la PlayStation. Je suis pas un gros fan de la 3D un peu baveuse de la N64. Malheureusement, quand tu fais des comparaisons entre les jeux qui sont sortis à la fois sur Saturn et sur PlayStation, très souvent la version PlayStation était meilleure. Hein. La Saturn, qui pourtant avait de quoi faire, hein, avait énormément de mal à faire certains rendus. Tu prends par exemple, je sais pas, des Metal Gear ou des je pense à Tomb Raider, où tu vois des effets de transparence magnifiques sur PlayStation qui disparaissent complètement et tu ne sais pas pourquoi sur Saturn. Saturn. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Donc clairement, je serais plutôt Team PlayStation sur ce coup-là. D'accord. Par contre, la Saturn, au niveau 2D, était vraiment niveau calé d'un point de vue technologique, tu vois, par rapport... Street Fighter Alpha 2 sur Saturn. Mais magnifique. Magnifique. C'est une tuerie. Attends, mieux, la série des Versus de Capcom. Si jamais tu veux jouer à la meilleure version, tu ne peux jouer qu'à la version Saturn, parce que sur la version PlayStation, tu étais cantonné à prendre ou le même personnage avec ton adversaire si tu voulais switcher, ou tu ne pouvais plus jouer qu'à un seul personnage. Alors je précise que la série des Versus était une série de jeux sur lequel en fait ça marchait par tag, c'est-à-dire que tu avais deux personnages et tu pouvais basculer de l'un à l'autre. Et cette feature, qui est l'essence même du jeu, disparaissait complètement des versions PlayStation. Ouais, c'était pas les mêmes jeux, quoi. C'est... D'accord. Concentre-toi. TMDJC, tu es concentré, je le vois. Niveau personnage charismatique sur un platformers, Megaman ou Mario? Moi, je suis team Megaman. On le voit, il doit apparaître. Je sais pas si les gens le voient. Ouais, si. Il le voit. Non, j'aime beaucoup Mario. Il y a vraiment des jeux qui m'ont vraiment plu. Je suis un gros fan même du premier. J'ai adoré Mario Bros 3, Mario World. C'est vraiment des jeux qui, même il y a pas longtemps, j'ai fini il y a pas si longtemps que ça le Mario qui était ressorti en 2D sur la Switch, ouais, que j'ai regardé dans tous les sens. Mais clairement, je suis team Megaman. C'est très con parce qu'en fait, c'est très souvent d'un jeu à l'autre les mêmes possibilités ou etc. Mais je sais pas, ça me parle. C'est vraiment un personnage du cœur. Je l'adore. Je t'aime, Rock. Ça, je le comprends dans le sens où c'est une question aussi après d'affect pour le personnage. Genre, pourquoi on préférerait plus Mario, par exemple, de base? Il n'y a pas de... C'est si ça te parle ou pas. Par exemple, moi, si je devais en rajouter encore un, que je préférais encore par rapport à Mario, moi je préfère par exemple les jeux Wario, les Wario Land 1 et 2, que je trouve super. Alors là, par contre, là, si tu avais rajouté Wario, je sais pas ce que j'aurais dit, parce qu'effectivement, Mario Land 3 et Wario Land 2, c'est vraiment des jeux que j'ai surkiffé. C'est vraiment décider de prendre le méchant pour en faire le héros de l'histoire, mais best idée ever. En plus le personnage, il a des possibilités de ouf et il est quasi aussi puissant que quand il a joué contre lui en tant que boss. Et là tu te dis mais en fait il est vachement résistant, tu peux faire plein de trucs, tu peux défoncer des murs, mais c'est génial, c'est jouissif, c'est génial. Je suis d'accord avec toi. Donc entre Mario et Megaman ou Mario, clairement je suis d'accord avec toi. D'accord. TMDJC. Oui. Après, parce que je suis quand même quelqu'un qui remarque beaucoup de choses, je pense croire que tu aimes bien Street Fighter. J'aime bien Street Fighter, j'avoue.
J'essaie de pas trop en parler, mais j'aime. Du coup, j'ai une question de Street Fighter. Ça tombe bien. Street Fighter The Movie avec JCVD, qui pourrait connaître TMDJC d'un point de vue pseudonyme. Ils ont fait un jeu vidéo. On fait 2 jeux vidéo. Ouf. D'accord. Tu vas nous en parler, mais qu'en penses-tu d'un point de vue sincère et authentique? Alors, déjà, ça dépend de quel jeu vidéo on parle, parce qu'en fait, ce jeu est sorti en arcade et a été développé par Incredible Technology. Ah, j'ai pas vu sur arcade, d'accord. Le jeu a vraiment été développé par cette équipe-là, et c'est vraiment un jeu qui emprunte énormément à Mortal Kombat, dans le sens où il y a beaucoup de personnages qui ont des techniques qu'ils n'ont pas dans d'autres jeux. Camille, par exemple, peut utiliser un lasso pour vous étrangler. On peut faire certains coups en l'air, notamment Guy peut faire son flash kick en l'air. C'est un jeu en fait qui est hallucinant parce que si jamais vous commencez à comprendre le jeu, en fait vous pouvez démarrer le jeu et continuer à taper l'adversaire jusqu'à bien après sa mort, parce qu'en fait le jeu ne s'arrête pas tant que l'adversaire n'est pas redescendu. Donc en fait pendant des minutes et des minutes vous pouvez jongler avec votre adversaire. Ouais. Donc tant que t'as pas fini ton combo, ça continue. C'est ça. Je le trouve génial ce jeu parce qu'en fait c'est le côté arcade jouissif, dans le sens où c'est un jeu bourrin. C'est pas un jeu dans lequel tu peux vraiment miser, en faire un jeu compétitif, parce que ce serait pas ce serait un jeu vraiment dégueulasse, parce qu'il y a des personnages qui sont vraiment beaucoup plus forts que les autres. Mais même par exemple mon Ryu peut cancer par un Shoryuken par exemple, qui peut lui-même cancer par un Tatsu en l'air. Il y a un gros désavantage à ne pas connaître le jeu, c'est-à-dire que les gens qui connaissent le jeu seront vraiment bien meilleurs que ceux qui ne connaissent pas. J'insiste dessus parce que des fois, t'as des jeux, ton passif de joueur de jeu de combat peut te permettre de t'en sortir même si tu connais pas bien le jeu. Là, il y a des trucs qu'il faut vraiment connaître, quoi. Sinon tu te fais défoncer. Il faut connaître les infinis, sinon c'est injouable. Et donc ce jeu est également sorti sur console, mais il a été développé par Capcom et c'est pas du tout le même jeu. D'accord. En fait, le jeu s'appuie sur le moteur de Street Fighter 2X c'est un jeu qui est super intéressant également parce qu'en fait, il amène des trucs qui reviendront plus tard dans la série et qui prennent leur naissance là-dedans, notamment les coups EX qui arrivent pour la première fois en fait dans ce jeu-là. Le fait de pouvoir ou enchaîner des boules qui font 2 hits ou au contraire envoyer 2 boules à la suite, de faire des dragons un peu particuliers. Et ce jeu, il est intéressant aussi sur cet aspect-là parce que c'est un vrai jeu à la Street Fighter 2X qui propose en fait ces trucs supplémentaires, notamment dont les super coups spéciaux. Et par contre, dans les deux cas de figure, il faut passer au-dessus de l'ergonomie visuelle, ouais, qui est super moche. Et je parlais de Street Fighter EX qui avait très mal vieilli visuellement, par exemple. Street Fighter The Movie sur console, c'est vraiment un jeu saccadé et super moche. Mais contrairement à ce que les gens disent, ils disent c'est plus saccadé que 2X, c'est pas vrai. C'est exactement. Ouais, c'est le même moteur, donc. C'est le même moteur, c'est le même ratio en fait. Ok, bah t'as été relativement objectif. Je dis relativement parce que voilà, t'es fan, donc. Jamais, de toute façon, objectif complètement, ça arrive pas. On est capable de prendre un peu de recul sur soi, mais faire preuve d'objectivité, j'y crois pas. Ouais, je suis d'accord. Très bien. On va maintenant poser. Car c'est moi qui. Moi, je te pose pas de questions, d'accord? Ok, très bien. Ouais. Bah, tu m'inviteras à une de tes émissions et tu pourras me poser toutes les questions que tu veux, il n'y a aucun problème. On va parler un peu pop culture, parce que c'est quelque chose que tu apprécies. Beaucoup. Figure-toi, tu parlais d'une machine à remonter dans le temps, par rapport à tes petites vidéos sur Twitter. J'en ai une. Et moi, car je suis magnanime, je te propose de te faire remonter au début des années 90. Sauf que tu as l'âge de maintenant. C'est quoi la première chose que tu fais? Alors, je suis dans le domaine de la pop culture. Voilà, domaine de la pop culture. T'arrives, allez, je te donne une date si tu veux te cadrer un peu plus. T'arrives vers la fin d'année 90, tu vois, période de Noël et tout, bah comme là où on est, tu vois, on est 21 novembre 90. Tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais? J'ai combien de temps avec la machine? Là, t'as 24 heures. C'est 24 heures après tu pars. C'est ouais. tout. Ouais, 24 heures.
Oh, alors c'est compliqué parce que alors est-ce que c'est comme le doc? Est-ce que je viens avec de l'argent de l'époque ou est-ce qu'il faut que je trouve le moyen de convertir mon fric, ce qui va être compliqué parce que l'euro n'existe pas encore. Ah, mais que de complexité après. Cette question va être infaisable. Et bien figure-toi que tu as de l'argent de l'époque et tu te transportes enfin tu arrives où tu veux. Donc pas forcément en France. Tu vas où tu veux. Donc clairement, j'arrive au Japon à ce moment-là, à la fin des années 90, et avec l'argent d'époque, en fait, j'achète toutes les consoles et tous les trucs neufs que j'ai pas pu acheter à l'époque pour pouvoir les ramener ici, très clairement. D'accord. Mais pour toi, pour ton usage perso, t'as pas ce côté mercantile à vouloir les revendre et. Non, je suis pas justement parler des mecs qui achètent des PlayStation 5 pour les revendre. C'est pas trop mon dada en fait de faire de l'argent sur, enfin de voler de l'argent entre guillemets. Ouais, bien sûr. Au même titre que j'aime pas le dropshipping sur internet, ce genre de trucs, non, c'est pas mon kiff. D'accord. Alors, non, par contre, je pourrais en prendre plusieurs pour en ramener aux potes. Ça, par contre, je pourrais faire. D'accord. On a parlé des jeux indés tout à l'heure. Ouais. C'est quelque chose que tu affectionnes. Et tu sais, il y a des jeux indés qui produisent par exemple encore aujourd'hui des jeux par exemple pour Nintendo ou Mega Drive. Ouais. Est-ce que tu trouves ça bien ou tu trouves que c'est juste surfer sur une vague un peu nostalgique? Alors juste non, mais par contre les deux, oui, clairement, oui. On surfe sur une vague nostalgique et ce serait illusoire de ne pas le voir. Et même d'ailleurs, si c'est pas fait de manière consciente. Mais par contre, est-ce que c'est bien? Mais carrément. D'abord, si ça marche, tant mieux pour eux. Et ensuite, moi, quand je peux ressortir mes vieilles consoles pour remettre un jeu neuf, mais je suis aux anges, je suis super content. Non, moi foncez les gars, faites-nous des nouveaux jeux sur des supports anciens, aucun problème. Hein. Et en plus, très honnêtement, ils sortent sur une vague, oui, mais est-ce que c'est une vague qui est vraiment rentable? Franchement, je crois pas. Hein. Des gens qui ont encore des consoles qui fonctionnent de l'époque, il n'y en a pas tant que ça. Et à mon avis, si tu fais ça pour le flouze, fais autre chose. Non, je pense que c'est plus la passion qui guide ces assos et ces boîtes qui font ce genre de jeu. D'ailleurs, oui. Et donc pour toi, des supports qui sont obsolètes car plus produits, si on peut leur redonner une petite durée de vie et les réutiliser avec des nouveaux jeux, c'est très bien, même si maintenant la technologie est dépassée par rapport aux standards actuel. Pour toi, tu trouves quand même plaisir à ressortir par exemple ta Mega Drive pour jouer à un nouveau jeu qui a été fait par un studio? Mais carrément, mais vraiment carrément, ah ouais. D'accord. Mais au même titre que je trouve rigolo quand c'est même les éditeurs eux-mêmes des fois qui te ressortent un vieux support en disant tiens, j'ai un truc pour l'anniversaire. Est-ce que tu connais le dernier jeu sorti sur CPS2? Négatif. Eh ben c'est Hyper Street Fighter 2 qu'ils ont sorti de je sais plus combien d'années parce que c'est en 2004 je crois, une connerie comme ça. Donc le support était mort et enterré depuis un long moment. Et les mecs ils te ressortent sur le support un jeu d'époque, mais génial. Et ceux qui ont ressorti ce jeu là, c'est Capcom, enfin c'est Capcom. D'accord. Donc en fait c'est un jeu qui était peut-être préparé depuis longtemps, qui a jamais été sorti, ou ils l'ont du tout. Ils l'ont vraiment fait pour l'anniversaire. Après il y a des gens qui te diront ils se sont pas foulés. Non, c'est un vrai jeu parce que c'est le jeu dans lequel en fait tous les personnages de toutes les versions peuvent s'affronter. Je trouve ça génial. D'accord. Et il est jouable. Tu le trouves c'est vraiment un très bon jeu. Alors t'as beaucoup de joueurs qui continuent à lui préférer 2X. Parce que t'as 2-3 erreurs, si on pinaille, qui font faire la même chose que sur 2X avec les personnages de 2X, ce qui est dommage. Mais Hyper Street Fighter 2, je l'adore ce jeu. Moi perso, c'est mon préféré de toute la série des Street Fighter 2. D'accord. Au même titre que mon Street Fighter Alpha préféré, c'est Hyper Street Fighter Alpha. Très bien. Dernière question qui va retenir toute ton attention. C'est pas une question où tu vas devoir répondre par oui ou par non. Tu vas devoir donner un titre. Quel est, pour toi, le plus mauvais de tous les Street Fighter? Celui que tu as pour la collection ou que tu n'as pas, mais vraiment que tu trouves mauvais. Et je te laisserai argumenter sur le pourquoi tu le trouves mauvais. Alors déjà, est-ce que j'en trouve un mauvais? Je crois pas.
Maintenant, en fait, en tout cas, celui que je classe le plus bas, c'est difficile parce qu'ils ont tous apporté quelque chose. Un Street Fighter, hein, c'est pas. Ouais. Oui, monsieur TMDJC, vous ne choisissez pas vos questions. Non, mais vous avez raison, monsieur Superboki, vous avez raison. Je vais complètement dans votre sens. Non, je vérifiais en fait si dans l'eau t'avais des versus ou des trucs comme ça, mais on parle vraiment uniquement de la série des Street Fighter. On a le droit à un support particulier ou c'est le titre en lui-même? Ah, c'est le titre sur le support que tu choisis. En gros, tu peux me dire c'est tel jeu sur telle version. D'accord, alors si, il y en a un excessivement mauvais, qui est une bouse infâme et que je vous déconseille même d'essayer. Nous allons parler de Street Fighter 2 Dash sorti sur Master System. C'est le plus mauvais Street Fighter, voire l'un des pires jeux jamais sortis sur cette console. Alors il faut savoir que ce jeu est sorti très très tard, parce qu'il est sorti après 2X. D'accord. Et qu'il est sorti exclusivement au Brésil. Alors je précise que c'est un jeu officiel, hein. C'est pas un jeu... un fangame ou... par Capcom. Mais ça n'empêche qu'il a été validé par Capcom et que ce jeu est atrocement mauvais. Mais de toute façon, ça a toujours été une mauvaise idée de faire des Street Fighter sur 8 bits dans l'ensemble. Il n'y a pas beaucoup de bons Street Fighter sur 8 bits. D'accord. Donc là, tu l'as bien démonté objectivement. Si tu devais sauver une chose sur ce jeu, ce serait quoi? Le fait que tu peux jouer à Street Fighter 2 sur Master System. Mais c'est la seule chose. Hein. D'accord. C'est vraiment la seule chose que tu puisses sauver. Dans le jeu, il est vraiment incroyablement mauvais. C'est-à-dire que par exemple, Street Fighter 2 sur Game Boy n'est pas un très bon jeu, mais tu pourrais te dire que tu peux jouer à Street Fighter 2 sur la plage. Là, sur Master System, vraiment le seul truc, c'est de te dire que tu as le titre sur la console, mais le jeu est vraiment pas bon. Et je suppose que même la jaquette doit être infâme ou Non, la jaquette c'est la même que sur la Mega Drive en fait. Non, ils ont repris le visuel. D'accord. Donc on peut aussi sauver ça. Oui, on pourrait. Oui, mais enfin voilà. Là, après, on est en train d'essayer de trouver les trucs. Oui. Non, mais sinon, franchement, le jeu est vraiment très très mauvais. Mais tu sais, c'est un peu comme le moins bon élève de la classe a un conseiller de classe. Tu te raccroches à ce que tu peux. Ouais, non, mais là, c'est non seulement c'est l'élève qui est mauvais, mais en plus c'est l'élève qui raquette les autres gamins dans la cour, etc. Il n'y a pas grand chose que tu puisses faire pour lui, quoi. T'as pas envie de l'aider, quoi. Non, t'as pas envie de l'aider. Très bien. Écoute, on t'a renvoyé 3 fois. Et toi, tu reviens quand même à l'école, mais pour foutre le feu. Mais t'es con. On peut plus rien faire pour toi, là, enfin. Non, là, on peut rien faire pour Street Fighter 2 sur Mega Drive. On ne peut rien faire. Sur Master System. Master System, pardon. Voilà, heureusement. Oh là là. Heureusement. Attentif le bougre. Mais oui. Eh bien, écoute, TMDJC, je te remercie de t'être prêté à ce jeu de questions-réponses, que tu pourras reprendre si tu le souhaites, parce que... Merci de m'avoir invité. Et avant de se quitter, car oui, nous allons devoir nous quitter, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actu et des projets à venir de ton côté? Écoute, avec grand plaisir. Alors, mon actu en ce moment, c'est de faire des vidéos à la con sur YouTube pour passer le temps des gens sur le confinement. J'avoue que je me marre bien à faire ça. Je continue dans le podcast et donc là dans les jours à venir et dans les semaines à venir, donc Rhythm Fighter va revenir et ça j'en suis très content parce que c'est une émission qui me manquait. Et sinon, je suis en train d'écrire un bouquin pour Sœur d'édition que j'écris depuis déjà un long moment et vraiment Sœur d'édition a été d'une incroyable patience parce que voilà, il m'est arrivé plein de trucs pas très rigolos dans la vie ces derniers temps et que ils m'ont mis zéro pression. D'accord. Je les aime beaucoup ces gens-là, mais là le travail que je fais dessus commence je commence à voir le jour de ce que je vais écrire en très très gros parce que je n'en dirai pas beaucoup plus là-dessus. Je suis passé par plusieurs phases d'écriture et notamment dû de réécriture pour de multiples raisons. Et puis on a appris des trucs qu'on ne savait pas à l'époque, etc. Donc ça m'a demandé en fait. Grosso modo, ce bouquin, je l'ai écrit 3 fois complètement et c'est ultra démotivant. Ouais, je comprends. Écrire un truc que tu as déjà écrit parce que c'est plus d'actualité ou etc. Mais tu te dis si on l'avait sorti plus tôt, malheureusement, il serait pas bon.
Ouais, donc là, c'est une purge à terminer parce que c'est refaire. Mais au final, tu seras content. Ouais, fini et content d'avoir quelque chose au final de qualitatif à ton sens par rapport dans le sens où il correspond vraiment à ce que tu voulais produire et avec toutes les infos que tu as à ta disposition. Beaucoup l'équipe de Sœurs d'édition et franchement il y a vraiment plein de bouquins de chez eux qui sont vraiment très très bien. T'en as plein, j'ai d'autres éditeurs, hein. Moi je lis chez Pixel Love, chez Omake Book, mais il y a une patte chez Sword et voilà, j'aime bien leur approche. D'accord, très bien. Et du coup, pour l'instant, t'as pas forcément de date de sortie de ton ouvrage ou... Du tout. C'est-à-dire que eux-mêmes là se disent mais pourquoi ils disent ça là alors que on n'a toujours pas lu la dernière version que tu devais nous envoyer, qui nous a toujours pas envoyé. Donc là, ils vont m'appeler en mode mais alors mais je suis très content de le partager et je suis très content de dire que je bosse avec eux. D'accord. Du coup, prochainement. En 2021, c'est-à-dire que là très clairement, il faut le temps que je termine ce que je suis en train de faire, que je le renvoie, qu'il corrige, qu'il me fasse un aller-retour. Donc non, n'imaginez pas ça là d'ici la fin d'année, c'est mort. D'accord. Dernière chose, avant que nous nous abandonnions mutuellement. Est-ce qu'on s'abandonne vraiment? Est-ce que juste on peut pas se dire au revoir? Ce serait plus beau. Ce serait ouvrir la porte à un retour. Ouais, à un bientôt, c'est mieux. C'est vrai. Donc avant de se dire à bientôt TMDJC, est-ce que toi de ton côté des podcasts à toi, t'as des podcasts que tu fais toi qui vont paraître prochainement ou sortir prochainement? Pour l'instant je parlais de Rhythm Fighter, je pourrais parler de Podcaster qui est un podcast sur les podcasts. Je continue à balancer une chronique qui s'appelle Crossover, qui est des reviews de support qui parle de jeux de combat, mais pas directement sur le support jeu de combat. Donc ça peut être des bouquins, ça peut être des dessins animés, ça peut être des films, ça peut être, donc c'est en lien forcément avec le jeu de combat, mais c'est le jeu de combat. Et qu'est-ce que je fais? Enfin, j'en ai plein des podcasts qui sortent de manière totalement anarchique, notamment Formel, qui, comme son nom l'indique, est un podcast fait de manière totalement informelle où je partage des fois des idées, des trucs où il n'y a pas d'autre endroit pour le partager. Et puis j'ai un petit compte Tipeee. Et pour les gens qui partagent, il y a un podcast qui s'appelle Tipeee, qui est exclusivement fait pour les gens de Tipeee, où là, voilà, je mets des off, je mets des bêtisiers, je mets des avant-émissions, voilà, des trucs comme ça. D'accord. Eh bien, c'est parfait, tu me souffles ma conclusion où j'allais parler de ton Tipeee pour te soutenir, pour soutenir ton travail. Juste une dernière petite chose avec cette conclusion qui dure bien trop longtemps. Oui. On est en train de s'étendre. Qui sera finalement une thématique, la thématique conclusion. Vu la multitude de podcasts que tu fais, tu trouves du temps pour dormir, pour faire des choses de la vie, quoi. Parce que c'est quand même incroyable le volume que tu peux avoir sur de production de contenu, que ce soit podcast ou même comme tu dis le livre que tu es en train d'écrire, le jeu, enfin c'est compliqué. À moins que tu aies plus de 24 heures à allouer à une journée, quoi. Mais non, alors malheureusement je dors pas autant que je voudrais, ça je te confirme, mais c'est pas directement lié à ça, c'est que je pense qu'en fait qu'il faudrait que j'entretienne mon hygiène de vie de manière un peu plus. Je voudrais faire aussi un petit peu plus de sport, là en ce moment j'en fais pas assez, mais sinon j'ai arrêté mon activité professionnelle que je faisais avant pour passer plus de temps en fait à faire ce genre de choses. Puis j'ai une hygiène de travail aujourd'hui où j'essaye d'être organisé. C'est-à-dire que quand je dois bosser pour un podcast, j'essaye de faire en sorte de ne pas m'éparpiller, ce que je faisais mal avant et que je fais un peu mieux aujourd'hui. Donc on va dire que j'ai une qualité de travail qui s'est améliorée, ce qui permet en fait de mutualiser le temps. Et des fois, tu es capable de préparer 2 podcasts à la fois parce que les recherches que tu vas vont faire que tu vas pouvoir pointer des sujets s'ils sont un peu connexes. Par contre, ça c'est un conseil, quand tu te bosses une thématique, bosse ta thématique et pas un autre truc à la fois parce que sinon ça c'est mort. Ouais. Les recherches, tu peux en faire plusieurs à la fois, mais bosser sur un sujet c'est difficile. Ouais, compris.
D'accord. Eh bien, très bien. Cette émission, du coup, se termine déjà. Je te remercie beaucoup, TMDJC, de t'être prêté à ce jeu de l'interview. Avec grand plaisir. Merci de tes questions et surtout merci de l'ambiance. C'est super sympa. Non, oui, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir de mon côté. C'est très partagé. Si vous avez... On a partagé tout ce qu'on a dit en off là. Oui. Du coup, c'est fait vraiment dans une très bonne ambiance et c'est très agréable. C'est vrai. Si vous avez des choses à lui demander, vous pouvez soit le mettre dans les commentaires, je ferai le relais, ou il est également très très joignable sur Twitter. C'est quoi ton Twitter? C'est @tmdjc_, mais de toute façon, franchement, si jamais vous voulez rentrer d'une manière ou d'une autre en contact avec moi, j'ai un site internet qui s'appelle tmdjc.com et j'ai ce côté maladif de mettre toutes mes participations en fait sur le site. Donc ta vidéo par exemple sera relayée sur le site aussi. Donc c'est bien ta vidéo mais qui est encapsulée chez moi de manière à ce que si jamais les gens aient envie en fait de me voir, en fait ils cherchent pas partout quoi. Eh ben écoute, très bien. De toute manière, je mettrai le lien vers oui. Le melon du gars, quoi. Ils sont en train de se dire, mais le mec, c'est Alain Delon avec une barbe. Non, c'est TMDJC. Non, Alain Delon s'est inspiré de TMDJC, qui parle de lui à la troisième personne également. C'est vrai. Alain de repensant. Du coup, oui, je mettrai bien sûr dans la description tous les liens vers tes réseaux, vers ton site, pour que les gens puissent découvrir ton univers et ton travail. Que dire de plus? On peut se dire au revoir, à bientôt. Et oui, à bientôt, on avait dit. Et merci YouTube, salut.